Pour dire quelques mots sur notre invité ce soir, sans entrer dans les détails du contenu de la conférence, puisque il le fera 10 fois mieux que moi, évidemment. Vous êtes psychiatre, et ce qui nous intéresse particulièrement, Serge Tisseron, et je pense ceux qui sont là aujourd'hui, c'est ce point de vue d'un psychiatre qui a une expérience dans les soins médicaux et qui nous fait comprendre ici un petit peu comment le robot est entré dans nos sociétés de plein de façons, parce que vous le voyez aussi bien dans l'utilisation dans le monde médical que dans la rencontre avec les gens qui vivent au quotidien avec des robots en dehors du monde médical. Donc merci d'avoir accepté notre invitation, parce que je pense que c'est des questionnements qui ont besoin de ce point de vue un petit peu de temps en temps de spécialistes en dehors des échanges informels qu'on peut organiser sur ces questions. Bien, écoutez, merci de cette invitation, merci de cette présentation. Alors, c'est encore assez inhabituel que j'intervienne au sujet des robots devant un public de gens qui ne sont pas spécialisés tous forcément en neurosciences ou en robotique ou en santé mentale et robotique. Alors, je le fais bien volontiers, j'ai plutôt l'habitude d'intervenir devant un grand public autour de la question des écrans, mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de gens qui se sont mis sur les écrans, donc c'est un peu normal qu'on m'invite à glisser sur un sujet où il n'y a encore pas trop de monde, à savoir la robotique. Alors, je vous ai mis cette image derrière moi, j'espère que vous l'avez, oui, vous l'avez. De toute façon, est-ce que vous ayez quelques exemples de robots ? Parce que peut-être c'est très abstrait pour vous les robots. Je pense qu'il y en a un certain nombre parmi vous qui ont un robot aspirateur. Qui a un robot aspirateur parmi vous. Ah, je vois une dame qui lève timidement le doigt dans la grimace comme si c'était un péché. Non, on va en parler du robot aspirateur. Vous allez voir. On va parler du robot aspirateur. Alors voilà, je vous ai mis des robots derrière moi. Alors, vous en avez, vous voyez, qui ressemblent à un objet traditionnel, la machine avec un bras articulé monté sur des chenilles, c'est un robot paquebot, un robot démineur utilisé par les soldats américains en Irak et en Afghanistan. Et c'est un robot qui est très important parce que c'est le robot par lequel s'est révélé le mode d'attachement que l'humain peut avoir à une machine, sans pour autant confondre la machine avec un humain, parce que confondre un tel robot paquebot avec un humain, il faudrait quand même être sérieusement perturbé. Mais ces robots ont provoqué des attachements très forts, de la part de certains soldats, certains étant même allés jusqu'à mettre leur vie en péril pour sauver une machine qui est fabriquée en série à Las Vegas et qui ne vaut pas grand-chose par rapport au coût d'un soldat américain. Donc ça, c'est un robot qui est très important, on verra tout à l'heure, il permet de poser un certain nombre de problèmes. Et comme c'est l'armée américaine, il y a eu une expérimentation, donc on parle sur du solide. Alors puis à côté, vous voyez, vous avez un robot qui est complètement, on dit androïde, l'espèce de visage féminin. Ça, c'est plutôt des robots japonais. Il y a tout un débat aujourd'hui autour des robots androïdes. Faut-il que des robots ressemblent absolument à des humains? Alors dans la civilisation orientale, donc en pratique, c'est au Japon, la Chine importe encore des robots japonais, mais comment c'est vrai qu'ils sont robots. Mais en tout cas, dans la tradition japonaise, le robot d'apparence humaine, non seulement est bien intégré, mais il est même désiré. Donc les Japonais travaillent beaucoup sur des robots dits androïdes, qui ont une apparence complètement humaine. Et vous voyez au-dessous de cette image féminine, vous avez deux visages, et l'un paraît un peu plus mécanique que l'autre, et effectivement, c'est M. Hiroshi Ishiguro, avec son double, son géminoïde. Et ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que Hiroshi Ishiguro, donc, qui est le roboticien japonais le plus célèbre, mais une réputation mondiale évidemment, Hiroshi Ishiguro a commencé il y a une dizaine d'années à faire un robot à son image, son géminoïde. Et puis M. Hiroshi Ishiguro a vieilli. Son robot n'a pas vieilli. Alors que croyez-vous qu'il se passe ça? M. Hiroshi Ishiguro s'est fait rajeunir pour continuer à ressembler à son robot. Je trouve que c'est une jolie fable parce que vous voyez, en fait, le robot ressemble d'abord à l'homme, puis c'est l'homme qui ressemble au robot. On va voir effectivement que c'est un vrai problème avec la robotique. Ce n'est pas les machines que nous sommes capables de fabriquer, parce qu'aujourd'hui on peut fabriquer énormément de machines et d'une complexité inouïe. Le problème, c'est de savoir comment ces machines vont nous transformer. Et notamment la tentation que nous pourrions avoir, un certain nombre d'entre nous, de ressembler à des machines tellement parfaites que si on n'essaye pas de les ressembler, on se sent un complexe, et si on essaye de leur ressembler, on se transforme en robot.
On va voir que c'est un gros problème. Alors on continue le petit tour. Alors au-dessous, vous voyez, vous avez le visage d'Einstein que vous avez reconnu. C'est un robot qui ressemble à Einstein, qui est fabriqué par la firme Hanson. Alors Hanson, vous avez dû en entendre parler pour un autre robot, qui est le robot Sophia, qui a acquis la nationalité saoudienne en Arabie Saoudite. Ça a fait couler beaucoup d'encre, hein, vous avez dû en entendre parler. Et la firme Hanson est très célèbre dans le domaine de la robotique, parce que les robots Hanson, donc là c'est Einstein, les robots Hanson ne sont pas plus performants que les robots, beaucoup d'autres roboticiens, mais la firme Hanson mène volontairement et sciemment une politique du mensonge. C'est-à-dire que si vous tapez Sophia, S-O-P-H-I-A sur, je crois, avec PH ou F-I-A, peu importe, tapez robot Sophia, Google vous corrigera s'il y a une faute d'orthographe, et les fabricants de Sophia disent que leur robot est capable de tenir de vrais discours, de répondre aux questions, de donner son avis sur la nature, la politique, le réchauffement climatique, etc. C'est que du mensonge. Donc un certain nombre de roboticiens sont partis en guerre contre la firme Hanson en disant « arrêtez de mentir ». Voilà. Alors là, je retourne en arrière. Voilà, c'est ça. Alors on continue le petit tour. En bas, alors, vous avez un petit robot, une sorte de petit bébé dinosaure. Alors il paraît qu'il imite parfaitement une catégorie d'animaux vivant dans la préhistoire. Et ce petit robot, il est également célèbre parce qu'il a fait l'objet d'une expérience il y a 3-4 ans en Allemagne, et vous le trouverez sur Internet. C'est une expérience dans laquelle un chercheur, les chercheurs sont parfois cruels, vous allez voir, un chercheur prend ce petit dinosaure par la queue, il est grand comme ça, hein. Il prend par la queue, il tape comme ça. Et alors la bête, elle est programmée pour gémir, hein, même quand j'en ai acheté un pour mes enfants, et la bête, elle émet un gênement tout le temps, enfin, qui est, paraît-il, un cri d'animaux de cette catégorie, enfin un cri un peu enfantin, évidemment. Et en le tapant comme ça, donc on a demandé à des gens qu'est-ce qu'ils en pensaient, ben, ils ont dit c'est affreux, il faut arrêter de maltraiter cette pauvre bête. Et, dans une autre vidéo, il met un mouchoir autour de la tête du robot pour qu'on ne le voit pas souffrir, et puis il tape encore plus fort, protestation encore plus forte. Donc c'est intéressant parce que tout le monde sait bien qu'un truc comme ça, c'est en fait un robot très très élémentaire. Hein. À part marcher, encore, si vous le mettez au bord de la table, il tombe à tous les coups. Hein. Et donc à part marcher et puis bouger un peu la tête à droite, à gauche, en haut et en bas et pousser quelques gémissements, il ne sait rien faire d'autre. On vous le montre, on lui met la tête dans un mouchoir, on lui cogne et vous dites arrêtez, vous allez lui faire mal. Alors, ça c'est intéressant aussi. Et alors, à côté, vous avez le fameux robot Nao, un blanc et bleu, là, vous le voyez, juste sous Hiroshi Ishiguro et son géminoïde, et à côté du petit robot qui s'appelle Pléo, les dinosaures. Donc, alors ça, le robot Nao, il fait 80 cm, et on le trouve beaucoup, alors on pourra en parler si ça vous intéresse, il est beaucoup utilisé dans les hôpitaux de jour avec des enfants autistes, et il est également utilisé dans des établissements pour personnes âgées. Alors, c'est ce qu'on appelle un robot humanoïde. Il ne faut pas confondre le robot humanoïde et le robot androïde. Le robot humanoïde, il a 2 bras, 2 jambes, une apparence de tête, mais il a une apparence de fonction. Il n'a pas une similitude d'apparence, c'est juste une similitude de fonction. On lui donne 2 bras et 2 mains parce que c'est plus facile pour prendre des objets, on lui met 2 jambes parce qu'il marche, on lui met une tête parce que ça permet de mettre des yeux, on verra tout à l'heure l'importance que ça a, mais il n'y a aucune prétention à imiter l'humain. Le robot d'à côté en jaune, c'est un robot qui fait visiter les musées aux enfants au Japon. Il a été mis au point par Hiroshi Ishiguro. Les enfants sont ravis, hein, le robot tombe sur lui-même, comme un derviche tourneur, voilà, et puis et puis il explique les expositions. Voilà. Alors, un petit peu sur votre gauche, oui, vous avez une dame âgée avec un robot dont vous avez dû entendre beaucoup parler, qui est beaucoup utilisé avec les personnes âgées. C'est le fameux Paro. Et donc c'est un robot qui imite un animal, et le choix du fabricant japonais a été d'imiter un bébé phoque. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un chien ou un chat? Parce que si on fabrique un robot chien ou un robot chat et qu'on le met dans les bras d'une personne âgée, il y a toutes les chances pour que la personne âgée dise c'est pas un vrai chat, c'est pas un vrai chien, c'est une merde. Donc il faut avoir aucun point de comparaison. Donc pour n'avoir aucun point de comparaison, ce roboticien japonais a décidé de fabriquer un animal que personne n'a jamais eu dans les bras, qui est un bébé phoque.
Donc pas de point de comparaison possible. Alors ce robot, quand le japonais qu'il a mis au point, personne n'y croyait. Hein. Il a travaillé dans son coin comme un fou pendant peut-être pas 10 ans, pendant quelques années, personne n'y croyait. Et quand il a fini par le mettre au point, ça a été un tabac. Et il est beaucoup utilisé, mais alors il est en fait beaucoup expérimenté aujourd'hui, parce que c'est un problème général avec le robot, on ne sait pas ce qui peut se passer, hein, parce que les gens n'en ont jamais eu. Donc ce qu'on peut craindre par exemple, c'est qu'il y a un robot paro pour 30 malades, on le confie pendant une journée à un patient, il ne peut plus le rendre, les 29 autres en sont privés. Donc aujourd'hui c'est très codifié, il y a beaucoup de services, on l'expérimente, mais on le confie pendant un quart d'heure, 20 minutes, il y a des cahiers des charges, voilà. Il faut le désinfecter régulièrement, il peut attraper toutes sortes de cochonneries, donc régulièrement il est retiré du circuit pour être nettoyé. Et puis c'est quand même un robot, donc ça veut dire qu'à l'intérieur il a un certain nombre il a de la mécanique. On va en parler dans quelques minutes, mais un robot il a de l'électronique, mais il a aussi de la mécanique. Pour bouger un peu la tête, voilà, pour grogner de la mécanique. La mécanique, vous savez, la mécanique, les pignons, quand ils tournent, ça vibre un peu. Donc, en fait, il y a des personnes âgées qui ne supportent pas en disant j'ai l'impression d'avoir une motocyclette sur les genoux. Donc il y en a qui supportent très bien. Voilà, donc ça pour dire que c'est vraiment des domaines en pleine expérimentation. Voilà, alors on remonte un peu, c'est le robot qui a un écran sur la poitrine qui s'appelle Compay. Alors c'est un robot assez simple parce que là on interagit avec lui en tapant sur l'écran. Mais en même temps c'est un robot qui ne déroute pas les personnes âgées, qui est assez familier pour eux parce que en fait il y a des pictogrammes sur un écran et ça vous a un échec, une pièce d'échec, on tape et il propose de jouer aux échecs. Il y a une note de musique, on tape, il fait de la musique. Donc robot Compay qui est expérimenté également dans des hôpitaux. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui travaillent dans des hôpitaux qui expérimentent certains de ces robots, c'est intéressant dans votre avis. Alors vous avez un petit robot au-dessus avec un cœur. Alors celui-là je ne l'ai jamais vu, mais pourquoi je l'ai mis, parce qu'il a longtemps accompagné des articles sur Internet vantant les robots qui ont du cœur. Et évidemment, les robots n'ont pas de cœur. Mais les fabricants de robots ont toutes les raisons de nous faire croire qu'ils en ont un, pour mieux nous les vendre. Parce qu'un robot comme ça, un peu inquiétant, s'il a dit qu'il a du cœur, c'est rassurant. Il a du cœur, il ne fera pas de mal. Il a du cœur, donc ils ont du cœur. Voilà. Alors au-dessus, vous avez un robot qui est un peu effrayant, c'est un robot américain. Je l'ai mis là pour vous montrer que, quand même, quitte à apprendre une langue étrangère, on a mieux l'apprendre avec un robot Android qu'avec un robot comme ça. Voilà. Même si l'un et l'autre sont efficaces de la même manière, on a des préférences anthropomorphes, on en parlera dans quelques minutes. Et puis alors au-dessus, vous avez une tête de robot, et dans cette tête de robot, en fait, c'est pas la tête du robot Android jeune fille, mais ça pourrait. C'est pas le même modèle en fait, mais c'est dans les deux cas un robot japonais. Cette tête que vous voyez triturée là, comme dans le film Terminator, dans un chercheur, c'est la carcasse qu'il y a, c'est pas le même modèle, mais c'est à peu près une tête comme ça qu'il y a sous la chevelure et le visage à fausse peau du robot Android féminin. Sachez que la peau aujourd'hui peut être parfaitement imitée en texture, en souplesse, même en température, voilà. Et fabriquer des robots qui ressemblent à des humains, c'est ce qu'il y a de plus facile, mais fabriquer des robots qui sont capables d'interagir avec des humains, on en est encore très loin. Voilà. On vous parle beaucoup d'intelligence artificielle, en fait il n'y en a pas encore beaucoup d'intelligence artificielle, il y en a encore assez peu, mais bon, il y a de grands espoirs d'intelligence artificielle. Voilà, alors donc maintenant on va rentrer un petit peu plus dans vous allez les retrouver au fil du parcours, puis on va en voir d'autres qui ne sont pas là-dedans. Alors si vous avez des questions, voilà, vous n'attendez pas que j'ai fini, ou des trucs que vous avez envie de dire pour moi ou pour les autres personnes qui sont là, vous levez le doigt, puis on discute. Voilà, alors je me dis, qu'est-ce qu'un robot? On va commencer par le début, qu'est-ce qu'un robot? Alors je vais suivre le PowerPoint parce que l'intérêt c'est qu'il y a des images, donc comment ça va être visualisé. Donc c'est très simple, un robot, vous voyez, c'est la définition de Norbert Wiener dans les années 1950. Le robot, vous prenez la comparaison avec un humain. Un humain, il a des organes d'essence, voilà, des oreilles, des yeux, des capteurs dans la peau. Et puis il a un cerveau qui lui permet de traiter les informations de l'extérieur. Il fait froid aujourd'hui, voilà. L'air s'est refroidi, pas que je m'enrhume, vous avez un programme qui vous informe là-dessus. Et puis vous avez des effecteurs, si vous avez des bras, qui vous permettent de mettre un manteau, éventuellement, de ne pas prendre froid.
Voilà. Donc vous avez des récepteurs, un programme et des effecteurs pour agir sur le monde. Et bien, Norbert Wiener définit le robot de la même manière. Le robot, c'est un ensemble de structures en interaction, avec chaque fois des capteurs, un programme que les Japonais appellent le gouvernement du robot, et puis des effecteurs qui permettent d'agir sur le monde. Alors déjà, vous allez voir, ça se complique, parce que rien n'est simple avec la robotique, parce que comme on est au départ, si vous voulez, quand une discipline est ancienne, la tradition a fixé les définitions. C'est au début, dans une discipline nouvelle, toujours beaucoup de définitions, mais il y en a qui bénéficient d'un usage plus fréquent, plus régulier, plus récurrent, et elles s'imposent avec le temps. Bon, c'est trop jeune la robotique, donc il y a des roboticiens qui disent qu'un robot doit forcément avoir des effecteurs, donc agir pratiquement sur le monde. Et puis il y en a d'autres qui disent non, un robot peut agir indirectement sur le monde. Par exemple, les robots traders, les robots qui font des opérations mathématiques pour faire gagner beaucoup d'argent en une fraction de seconde à des gens qui n'en ont pas besoin. C'est pas moral. Mais voilà. Et donc, ces robots traders, ils s'appellent robots. Mais certains roboticiens disent non, ce n'est pas des robots. Parce qu'ils agissent, ils font des opérations bancaires, donc ils n'agissent pas sur le monde. Et de la même manière, le robot paro, et certains informaticiens disent c'est pas un robot. C'est un automate, parce qu'il n'agit pas sur le monde. Puis il y a des gens comme moi qui disent, ben oui, mais il agit indirectement sur le monde, parce que s'il rend heureux une personne âgée qui a été très malheureuse, c'est une action sur le monde. Mais ce n'est pas une action motrice, c'est une action émotionnelle. Mais le problème est, les gens voient que ce n'est pas simple. Donc sachez qu'il y a des écoles, il y a ceux qui disent, ben, le robot, il doit forcément agir sur le monde, transformer le monde, hein, porter des caisses, construire des ponts, se déplacer, voilà, tirer avec une arme. Et puis il y en a d'autres qui disent non, les robots traders sont des robots et les robots paro est un vrai robot. L'un agit sur des opérations mathématiques sur Internet d'argent et l'autre agit sur l'émotion des personnes âgées. Voilà, déjà, vous voyez, une chose un peu compliquée. Enfin, pas vraiment compliquée, mais enfin, il faut bien avoir à l'esprit les définitions. Donc là, je vous ai mis une image de robot un peu drôle, ils sont un peu tous aussi rigolos celui-là, mais ça montre bien qu'un robot n'a pas besoin d'avoir une apparence ni anthropomorphe, enfin, ni androïde, ni humanoïde. Voilà. Alors, ça, c'était la définition de Norbert Wiener, mais il y a très longtemps, il y a 5 ans, c'est la préhistoire de la robotique. Et maintenant, on sait ajouter au robot d'autres capacités. On peut lui ajouter des capacités d'apprentissage, d'empathie artificielle, d'émotion artificielle. Alors, je vais vous expliquer un peu tout ça. La capacité d'apprentissage, ben, ça veut dire que le robot va être programmé pour apprendre. Alors, il y a 3 modes d'apprentissage. Apprentissage par renforcement, ça veut dire que chaque fois que le robot va faire ce qu'on attend de lui, eh bien, on va le récompenser, pas en lui donnant un bonbon, voilà, un bout de chocolat, mais on va le récompenser alors, par une action physique. Alors, par exemple, le robot Pepper est récompensé en lui caressant la tête et en lui disant « c'est bien ». Je crois que c'est bien, en fait, ce n'est pas caresser la tête, c'est bien. Mais si vous dites au robot Pepper, quand il a fait correctement quelque chose, c'est très très bien, le robot Pepper, il ne comprend pas. Et si vous lui dites c'est vraiment parfait, il ne comprend pas non plus. Le renforcement, c'est très bien. Il n'y a pas de généralisation dans l'état actuel des choses. C'est assez mécanique. Puis vous pouvez aussi mettre un programme. Enfin, il faut quand même qu'il y ait un programme extérieur qui constate que l'opération a été bien faite. C'est ce programme extérieur qui renforce le robot. Donc ça, c'est le renforcement. L'apprentissage par imitation, c'est l'idée qu'un robot, il va pouvoir peut-être apprendre comme un enfant. Un enfant, il regarde que vous mangez avec votre couteau et votre fourchette. Le couteau dans la main droite, la fourchette dans la main gauche. Il change de main pour faire comme vous, mais il se trompe parce qu'il est en face de vous et donc il fait le contraire de vous. Mais pour lui, c'est le même côté, c'est pas la même main. Voilà. Mais en tout cas, il essaye. C'est un apprentissage par imitation. Les enfants sont des formidables imitateurs. C'est que l'imitation permet de gagner beaucoup de temps dans l'évolution. Si les êtres humains sont beaucoup de mammifères, mais surtout les êtres humains sont des formidables imitateurs, c'est parce que ça gagne un temps fou. Hein. Plutôt que d'apprendre les choses par vous-même, vous faites exactement ce que vous voulez faire autour de vous. Et si un parent dit toujours des gros mots, l'enfant dit toujours des gros mots. Si le parent regarde toujours la télé, l'enfant voit toujours la télé. Si le parent a une chose sur son smartphone, l'enfant a une chose sur son smartphone, et ainsi de suite. Donc, par apprentissage par imitation, on met, par exemple, un robot devant nous, de part et d'autre d'une table, on met des ingrédients sur la table, de la farine, du lait, des œufs, et on fait un gâteau devant lui, et il regarde et essaye de faire pareil. Bon, évidemment, il ne va pas y arriver. Alors, vous vous embêtez, vous dites qu'il n'est pas si performant que ce que je croyais, mais 3 minutes après, pouf, 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 il fait le gâteau aussi vite que vous. Vous dites c'est formidable, j'ai sous-estimé, vous dites même peut-être je me suis sous-estimé, je suis très 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 bon pédagogue. Non, pas du tout, parce qu'il sera allé chercher sur Internet.
Donc ça veut dire que les apprentissages chez les robots, ils s'effectuent par les mêmes moyens que nous, c'est le renforcement. L'enfant, on le renforce, hein, tu as une bonne note, c'est très bien, on va faire un truc qui te fait plaisir, on est content de toi, etc. C'est du renforcement. Imitation, l'enfant est grandi par imitation, mais l'enfant n'est pas connecté à Internet pour acquérir en une fraction de seconde de tout ce qu'il y a sur Internet. Alors il y en a des questions, hein. J'étais ce matin avec un ingénieur d'Amazon qui disait qu'Amazon prévoyait très vite de mettre des écouteurs dans les oreilles pour cette chatbot, de façon à ce que la voix des robots conversationnels nous parle dans les oreilles, un petit peu comme Jiminy Cricket et Pinocchio, mais qui prévoyait après de nous mettre une petite puce dans la tête pour que ça nous parle directement dans la tête. Donc c'est des recherches actuelles, c'est pas de la science-fiction. Et donc le robot, d'ores et déjà, l'humain n'est pas ce qu'on appelle Internet, et on appelle ça l'apprentissage accéléré. L'apprentissage accéléré, c'est fantastique, c'est-à-dire qu'un robot, par tâtonnement, apprend à faire quelque chose quelque part dans le monde, et bien en une fraction de seconde, s'il est connecté, mais s'il ne l'est pas toute la journée, il l'est la nuit, de toute façon, en une fraction de seconde, ce robot permet à tous les robots du même modèle d'avoir le même apprentissage, la même compétence. C'est que très vite, vous aurez affaire à des robots auxquels vous n'apprendrez pas grand-chose, mais qui apprendront de tout ce que les robots du monde ont appris quelque part. Si quelqu'un est passionné par son robot et passe beaucoup de temps pour lui apprendre des trucs, eh bien, il n'apprendra pas des trucs à son robot, il apprendra des trucs à tous les robots du même modèle. Donc un apprentissage extrêmement accéléré qui pourra rendre quand ça fonctionnera, parce que bon, vous savez, l'information ne passera pas par Internet non plus, parce qu'Internet, vous savez que c'est pas sûr, hein, c'est pas sécurisé. Internet, c'est une vraie passoire. Si vous voulez que tout le monde sache ce que vous faites sur Internet, ça marche bien. Donc Internet, c'est une passoire. Donc en revanche, ça passera par un circuit dédié. Il y aura des fréquences spéciales pour hyper protégées pour les interactions entre les robots. Donc apprentissage accéléré qui fait que les robots apprendront beaucoup plus vite que les enfants, beaucoup plus vite que nous, et vous voyez, problème de très vite de tout ce qu'ils pourront savoir. Alors problème évidemment aussi de ce qu'ils pourront apprendre qu'on ne voudra pas qu'ils fassent. C'est-à-dire si un terroriste quelque part achète un robot X et lui apprend à fabriquer des bombes, potentiellement tous les robots du monde savent fabriquer des bombes. Mais ils ne peuvent pas les fabriquer s'ils ont devant eux de la farine, des œufs et du lait. Pour fabriquer des bombes, il faut encore avoir le matériel. Donc ça veut dire que déjà, c'est pas forcément inquiétant, mais que d'autre part, il est prévu qu'il y ait évidemment des systèmes correctifs, et le système correctif, il ne serait pas humain, parce qu'aucun humain ne pourra aller chercher dans l'immensité du cloud les apprentissages délictueux, mais en fait, ça serait le renforcement, la fixation des apprentissages se ferait par fréquence d'apprentissage. C'est-à-dire si énormément de robots apprennent quelque chose, tous les robots qui n'ont pas appris en bénéficieraient, mais si un robot uniquement quelque part apprend une chose, tous les autres robots n'en bénéficieraient pas. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de gens qui apprennent à leur robot à faire la tarte aux pommes, pour que tous les robots qui n'apprennent pas la tarte aux pommes apprennent à le faire. Mais 3 personnes qui apprendraient quelque part dans le monde un robot fabriquer des bombes, ça ne serait pas généralisé à tous les autres robots. Ce serait juste une question de fréquence des apprentissages donnés aux robots. Et puis, il va pouvoir avoir de l'apprentissage profond. L'apprentissage profond, vous avez dit pourquoi on vous parler. Ce qui est bien avec l'apprentissage profond, c'est que ça marche, on ne sait pas comment ça fonctionne. Alors ça, c'est très intéressant, parce que on rejoint un problème général de la recherche, c'est que les chercheurs, ils font ce qu'ils peuvent faire. Mais ils ne se posent pas la question de à quoi ça sert et pourquoi et comment ça marche. Donc aujourd'hui, il y a des travaux en apprentissage profond, mais on ne sait pas comment ça marche. L'apprentissage profond par couche de neurones, pour aller vite, c'est très simple. Par exemple, neurones visuels. Donc des neurones, c'est une métaphore. Alors sachez que dans le domaine de la robotique, c'est très piégé. Hein. Si vous retenez une chose de ma petite intervention là, c'est ça. Le domaine de la robotique est très piégé parce que l'être humain n'a pas aucune langue du monde, n'a un vocabulaire spécifique pour désigner l'apprentissage des machines. Fait que si une machine apprend, on va dire qu'elle apprend comme un humain, mais elle apprend très différemment d'un humain. Si une machine est capable de comprendre ce que vous dites, semble-t-il, et de vous répondre, vous allez dire qu'elle comprend. En fait, ça n'a rien à voir avec votre compréhension. Vous allez même peut-être dire qu'elle est intelligente. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Donc, si vous voulez, tout le vocabulaire qu'on emploie est piégé. Il faudrait inventer des mots, des mots spéciaux pour désigner tout ce que les machines font qui semble correspondre à ce que nous faisons, c'est vrai, mais la machine le fait toujours extrêmement différemment. Or, à employer le même mot, nous risquons de penser qu'elle le fait comme nous.
Donc on parle d'intelligence artificielle, rien à voir avec l'intelligence humaine, d'apprentissage machine, rien à voir avec l'apprentissage humain, d'empathie artificielle, on en reparlera, j'ai écrit un bouquin, et il est en parlant de l'empathie artificielle, rien à voir avec l'empathie humaine. Donc c'est des mots, tous les mots sont piégés dans le domaine de la compréhension des machines. Il faut toujours avoir une petite lumière rouge qui s'allume dans la tête, mais ça n'a rien à voir, c'est le même mot, mais ça n'a rien à voir. Ceci dit, c'est pas facile, hein, c'est une vigilance de tous les instants, parce que constamment on a tendance à penser que c'est pareil. Parce qu'en effet, les effets sont les mêmes, mais la logique interne n'est pas du tout la même. Donc l'apprentissage profond, imaginez un robot qui va voir, comment il va faire pour voir le robot. Il ne va rien voir du tout. Hein. Vous avez un Terminator, hein, c'est le premier film où on voit la vision d'un robot, c'est tout des pixels rouges, et puis des indications qui s'allument. Voilà. Et donc, comment ça fonctionne les réseaux de neurones? C'est des couches de logiciels, qui ne sont pas des neurones. Et donc, la première couche, elle va identifier, par exemple, dans le cas de la vision, tous les éléments verticaux et tous les éléments horizontaux. Et ensuite, elle va transmettre cette information à la couche dessus, qui va repérer les obliques. C'est-à-dire, ni horizontal, ni vertical, c'est oblique. Puis elle va transmettre à la couche dessus, qui va donc accumuler l'information horizontale, verticale, oblique, qui va reconnaître les ronds. Puis après, on va encore la tâche, et donc après, on va mettre des ronds, avec les barres horizontales, on va faire des carrés, des rectangles, on va reconnaître des carrés, des rectangles, on va rajouter des diagonales, on va rajouter des ronds, et puis petit à petit, on va configurer un chat. Quand je n'ai pas d'image, je mets un chat avec un rond pour la tête, deux petits triangles pour les oreilles, un petit triangle pour le corps. On voit ça beaucoup dans des expositions sur les jeux vidéo. Tous les schémas de formes géométriques qui anticipent la création des personnages. Et donc le robot qui voit, il fait ça. Et avec ses réseaux de neurones, il commence par vertical horizontal, puis oblique, puis carré rectangle, puis rond, puis ellipse, etc. Et au bout du compte, il arrive à avoir une représentation d'une bestiole qui a une certaine taille, qui a une tête ronde, deux petites oreilles, voilà. Et donc ça, c'était pourquoi je parle de ça, parce que quand les réseaux de neurones artificiels ont été mis au point, c'était le grand étonnement des chercheurs. Ils ont mis sur Internet et les robots sont arrivés à reconnaître les chats. Et donc c'était une grande surprise parce qu'on ne pensait pas qu'ils y arriveraient aussi vite. Alors du coup, grands espoirs évidemment dans les réseaux de neurones. Le problème des réseaux de neurones, c'est qu'on ne sait pas comment ils trouvent le résultat. Donc ça, si vous voulez, pour reconnaître des chats, c'est pas trop grave, mais en même temps, ça dépend de la très grande quantité d'informations qui a été mise dans la machine. D'ailleurs, sachez que ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui pour vous le travail gratuit. Quand vous allez sur Internet et on vous dit, pour reconnaître que vous n'êtes pas un robot, identifiez-vous. Et par exemple, on vous propose des animaux, et on vous dit, des animaux et des objets, on vous dit lequel est un objet. Alors maintenant, il y a des mots, parce que l'apprentissage de reconnaissance des objets, vous l'avez fait déjà. Vous y avez tous contribué en cliquant. Alors vous avez aussi éduqué les véhicules autonomes. Chaque fois qu'on vous montre des routes avec des voitures et qu'on vous dit sur quelle image y a-t-il une voiture ou sur quelle image n'y a-t-il pas de voiture, sachez que vous entraînez les robots. Et alors maintenant, on vous montre des mots, parce que donc la reconnaissance des voitures et des rues, etc., ça fonctionne bien, toute l'humanité a bien travaillé, travail gratuit, vous, moi, tout le monde, et puis la reconnaissance des animaux, elle est faite, et vous avez des informaticiens qui se baladent avec leur téléphone mobile, ils le mettent à côté d'un micro, le téléphone mobile c'est un micro, le mettent sur l'ordinateur c'est un ordinateur, le mettent sur un chat c'est un chat, donc la reconnaissance maintenant fonctionne bien, hein. Et donc par contre la reconnaissance des mots est encore un peu compliquée, et c'est pour ça que maintenant quand vous faites le travail gratuit là, pour éduquer l'intelligence artificielle, on vous demande d'identifier un mot. Voilà. Et après on vous demandera peut-être d'identifier un phonème. Entraîner la machine à connaître des phonèmes. Voilà, donc ça c'est le travail gratuit. Donc grâce à ce travail gratuit, l'intelligence artificielle, les réseaux de neurones deviennent performants, mais il faut énormément les entraîner. Et donc du coup, les réseaux de neurones, ils sont tributaires de la quantité d'informations qu'on met dedans. Donc c'est comme ça qu'aux États-Unis, vous avez dû voir, il y a eu quelques scandales, puisque il y avait des photos de dames noires, et le monsieur noir, je ne sais pas, et le robot, ils avaient fait comme des singes. Donc c'est évidemment un scandale, parce que les informaticiens, ils avaient rentré beaucoup de visages, mais ils avaient rentré beaucoup de visages blancs.
Il était blanc, et l'informaticien leur montrait des visages blancs pour que la machine reconnaisse. Ils ont oublié qu'il y avait des visages noirs à reconnaître. Alors comme ils n'avaient pas rentré assez de visages noirs, ben, la machine, dès qu'elle voyait un noir, enfin c'est arrivé quelques fois, elle disait que c'était un gorille, parce qu'elle avait manqué d'informations. Voilà. Maintenant ils mettent beaucoup d'images noires, et c'est pour ça que les Chinois ont racheté des bases de données considérables en Afrique pour nourrir justement la complexité, vous savez qu'ils travaillent beaucoup sur la reconnaissance faciale, les Chinois. Donc pour intégrer la complexité des apparences humaines, puisqu'ils ils ont des jaunes, ils ont des blancs, grâce à leur... ils ont des blancs, par exemple, tous les jeux vidéo qui jouent en réseau. Le Tencent, qui est une plateforme chinoise, possède les 3 jeux vidéo les plus joués par les ados. Donc ils récupèrent les données, notamment au niveau des interactions des visages et tout. Et donc ils ont les blancs, ils ont les jaunes, ils n'avaient pas les noirs. Ils ont énormément investi pour récupérer les visages noirs en Afrique. Voilà. Donc on continue. Alors, donc ça, il va rajouter une capacité d'apprentissage, vous voyez, déjà ça pose des problèmes. Donc on peut rajouter maintenant l'empathie artificielle. C'est quoi l'empathie artificielle? C'est la capacité d'identifier les émotions. C'est pas le fait d'avoir des émotions, ça c'est autre chose, c'est les émotions artificielles. L'empathie artificielle, c'est la capacité d'identifier les émotions. C'est-à-dire vous voyez quelqu'un et il vous sourit, ben vous en déduisez qu'il est content, il vous fronce les sourcils, vous en déduisez qu'il est en colère, il baille, vous en déduisez que peut-être qu'il est fatigué, voilà. Ça c'est l'empathie artificielle. Donc ça fonctionne assez bien, les machines sont assez bien capables maintenant d'identifier les émotions. Bon, alors, des émotions simples, hein. C'est-à-dire, dès que l'émotion est complexe, la machine, évidemment, elle va pas mélanger les émotions. Elle va pas se dire un tiers content, un tiers inquiet, un tiers dubitatif. La machine est assez carrée. Voilà. Mais quand même, ça permet à des machines de s'adresser à vous et d'une manière qui vous donne l'impression que la machine s'intéresse à ce que vous êtes. Bonjour. Est-ce que tu as bien dormi? Tu as l'air reposé ce matin, tu as dû bien dormir. Comment vas-tu? Donc, empathie artificielle, ça donne beaucoup de crédibilité à la machine. Ça permet d'établir une sorte de dialogue avec la machine dans laquelle, comme elle reconnaît notre émotion, on a l'impression qu'elle nous comprend. On en parle un peu plus dans quelques minutes. Et puis, s'y ajoute les émotions artificielles. Les émotions artificielles, ça va être la capacité, pour certains robots, donc là vous en avez un, hein, voilà, un robot japonais, ça va être la capacité pour la machine d'imiter des émotions humaines. Alors comment? Avec un grand nombre de petits moteurs sous la peau artificielle, petits moteurs qui vont permettre de simuler le sourire, le clin d'œil complice, l'inquiétude, la colère, voilà. Et donc la machine va non seulement voir votre émotion, mais répondre à votre émotion par une émotion soit semblable, soit différente. La machine vous voit triste et elle va pouvoir prendre le regard triste et dire « mais vous êtes triste, je suis attristé pour vous ». Il y en a qui vont y croire. Hein. Il y en a qui vont y croire. Et puis elle pourra aussi éventuellement prendre l'émotion opposée. Vous avez l'air triste, mais regardez, il fait beau, la vie est belle. Alors là, ça dépend du travail des programmeurs. Alors, il y a des programmeurs qui programment d'abord une réaction opposée pour changer l'humeur de la personne, et puis si ça ne marche pas, si la personne dit « tu me fais chier, il fait beau dehors, je m'en fiche, je suis triste », la machine peut changer d'attitude et dire « ah oui, mais c'est vrai, tu dois avoir des problèmes, etc. » Ça, c'est donc avec des intonations, avec des mimiques. Oui. Mais ça suppose des robots androïdes, des robots d'apparence humaine. Mais en revanche, même des robots humanoïdes, c'est-à-dire genre Nao, sans apparence humaine, le simple fait qu'ils aient les yeux qui clignotent un peu, des fois, les humains peuvent avoir l'impression qu'ils ont quand même des émotions. Surtout s'ils ont une intonation adaptée à une émotion, bien que leur visage ne change pas, les humains peuvent croire qu'ils puissent avoir une émotion. Voilà, alors cette empathie artificielle et émotion artificielle, c'est évidemment destiné à communiquer très facilement avec les robots. Parce que quand il y aura des robots chez les personnes âgées, on ne va pas leur demander de tapoter sur l'écran, sur un écran, ou d'utiliser une souris ou n'importe quoi. Et si vous voulez, l'idée c'est de rapprocher les robots le plus possible de l'interaction humaine. Qu'on parle avec eux comme avec des humains, qu'on se guide sur leur mimique, voilà, et donc pour simplifier la relation avec eux. Alors, quelle relation on va avoir avec ces machines? C'est la question principale. En 2013, j'ai fondé avec des copains l'Institut pour l'étude des relations homme-robot.
maintenant c'est un peu plus banal, mais à l'époque il en était beaucoup question, pour comprendre comment les robots nous transforment, quelle relation on a avec ces machines. Alors, il y a une expérience très intéressante, il n'y a pas d'image là, mais bon, vous imaginez un ordinateur comme ça, sauf que cet ordinateur comme ça, il est relié, il n'y a pas vous dans la salle, mais il y a des ampoules partout qui clignotent, voilà, une énorme machine, enfin pas si grande que la salle, mais quand même assez grosse, et donc c'est un programme fabriqué par Joseph Weizenbaum, très célèbre dans l'histoire de la robotique, et pas assez célèbre à mon avis. Donc Joseph Weizenbaum fabrique un programme, à l'époque on interagit avec un clavier et un écran, c'est pour ça que je vous dis c'est comme ça, on tape, les clients, l'usager de la machine tape des phrases et la machine répond avec des phrases sur l'écran. Et donc Joseph Weizenbaum programme ces machines pour qu'elles se comportent comme un thérapeute rogérien. La méthode rogérienne était très à la mode à l'époque aux États-Unis. Vous savez, la méthode rogérienne, elle associe un certain nombre de caractéristiques, par exemple la considération positive inconditionnelle, si on considère a priori la personne comme honnête, bonne, gentille, etc. C'est la reformulation positive, c'est le questionnement. Si on caricature beaucoup la méthode rogérienne, ce qu'a fait Weizenbaum, ça donne des robots en fait qui interagissent en reformulant ce que vient de dire la personne sur un mode interrogatif. La personne dit elle vient devant un robot, devant Isa, s'il vous plaît, Isa. Vous voyez, par exemple, c'est pas moi qui ai inventé le dialogue, voilà, on trouve ça sur Internet. C'est un petit ami qui m'a dit de te parler, votre petit ami vient de parler, dit que je suis souvent déprimé, voilà, je suis navré d'apprendre que vous êtes déprimé. Vous voyez, c'est déjà en 64-65. Alors maintenant, ça pourrait être avec une mimique, avec une émotion de robot androïde. Je suis malheureuse, pensez-vous que vous me parlez, vous êtes un petit peu malheureuse. Donc le robot reformule à chaque fois, et vous voyez, comme j'ai écrit, quand il ne trouvait pas de reformulation, il disait « je vous ai compris ». C'est formidable. Vous pouvez essayer, quand vous ne comprenez rien à ce que quelqu'un vous dit, vous prenez l'air inspiré, vous dites oui, oui, je vous comprends. C'est craquant et ça marche à tous les coups. Donc voilà, c'est ce qu'il faisait. Et alors, pourquoi ça devient intéressant cette histoire? Parce que Weizenbaum avait programmé sa machine avec des collègues chercheurs, avec des étudiants, des postdocs, comme enfin. Et alors il s'aperçoit d'un truc étrange. Il s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont programmé la machine qui passent beaucoup de temps avec. Alors on dit, mais pourquoi vous passez autant de temps avec cette machine? Vous l'avez programmée, on sait bien comment elle fonctionne. Et c'est là qu'il a la surprise de sa vie, c'est que beaucoup de gens qui utilisent beaucoup la machine lui disent, oui, on sait bien, on l'a programmée, on sait bien qu'elle est programmée pour répondre comme ça, mais on ne peut pas s'empêcher de penser que quand même, elle nous comprend drôlement bien. C'est-à-dire c'est la même chose que pour les robots démineurs. Les soldats savent très bien que ce sont des machines, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de risquer leur vie pour éviter que leur machine perde une chenille. Et bien là, de la même manière, les étudiants et les chercheurs avec Weizenbaum ne peuvent pas s'empêcher de penser que la machine les comprend. Et donc ça fait dire à Weizenbaum une phrase qu'il faudrait écrire partout dans les laboratoires de recherche en robotique. Weizenbaum dit « Je n'aurais jamais cru qu'une machine aussi simple puisse provoquer chez des gens normaux de tels délires. » C'est formidable, c'est un peu des machines aussi simples, tel délire. Et c'était très élémentaire, Elisa. Donc si vous prenez maintenant les robots actuels, vous comprenez qu'en effet, c'est des machines qui ont une puissance extraordinaire de suggestion. C'est une IA sommaire avec la capacité de projection que va Internet des robots. Alors vous avez un film que je vous conseille de voir, c'est le film Heure. Voyez-le en priorité, qui a vu Heure parmi vous. Oui, pas tout le monde, c'est dommage, il faut absolument voir le film Heure, parce que Heure, le film doit avoir 7-8 ans maintenant, peut-être. C'est aujourd'hui, hein. Oui, 5 ans. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire que les petits trucs dans les oreilles dont je vous parlais il y a 10 minutes, Amazon, c'est Heure. C'est déjà ça. Et Heure, donc c'est un monsieur, vous le voyez là en bas, l'acteur, et il a été quitté par sa femme, il est très seul, et donc il se branche sur une intelligence artificielle qui a la voix de Scarlett Johansson, donc elle n'a pas d'autre existence qu'une existence vocale, c'est ce qu'on appelle un chatbot. Alors sachez qu'il y a beaucoup de robots aujourd'hui qu'on désigne avec un préfixe correspondant à leur fonction et le mot bot. Donc chatbot, c'est un bot qui chatte, chatter ça veut dire discuter, vous savez. Vous avez les sexbots, c'est un bot qui fait du sexe, voilà, qui est programmé pour la sexualité. Et vous savez, le cobot, c'est un robot qui est programmé pour les activités collaboratives, travailler avec lui. Donc cobot, sexbot, chatbot, on en aurait d'autres. Hein. Voilà. Et chaque fois on garde bot et on met un préfixe. Donc c'est l'histoire d'un monsieur avec son chatbot.
Et il est extrêmement attaché à son chatbot, et après, il n'a pratiquement plus de relations humaines, il n'a plus que des relations avec son chatbot qui le rend infiniment heureux. Il faut voir le film, c'est vraiment bien. Alors, il y a une fin heureuse, je ne vais pas vous spoiler, une fin heureuse, mais complètement artificielle, on n'y croit pas une seconde à la fin. Le vrai problème, c'est qu'il ne peut plus s'en passer. Alors, vous voyez, il y a plusieurs études qui ont été faites. Alors, savoir comment on interagit avec une intelligence artificielle, donc c'est le modèle donc simplement une voix, donc soit aujourd'hui par exemple ceux d'entre vous qui ont un cylindre Alexa ou un Google Home ou Siri, donc c'est une voix, hein, c'est tout. Hein. Alexa c'est Amazon, avec des petits cylindres qui parlent. Qui connaît Amazon, qui connaît Alexa parmi vous? Ah ben voilà, et Google Home c'est la même chose, voilà. Et Siri sur Apple, voilà, et puis sur ordinateur PC, il y a l'équivalent aussi. Donc il y a des études pour voir comment on interagit comme un humain. Donc c'est des études statistiques, on fait interagir des humains avec une intelligence artificielle, avec un avatar présent sur un écran. C'est l'image qui est juste au-dessus, hein, vous voyez, j'en ai choisi celle-là, je trouve drôle. C'est un petit bonhomme des Simpsons qui parle donc. Et puis un robot physique, alors je vais mis le robot Nao. Vous voyez, l'image nous trompe énormément, hein, parce que le robot Nao, il fait 80 cm, mais on a l'impression qu'il fait 1,20 m là-dessus. Ou même fait 1,60 m. Non, en fait, c'est un montage, il est tout petit. Hein. Enfin, si je le mets sur la table, il est grand comme ça. Voilà, et donc les études ont montré quoi? Elles ont montré que l'humain a tendance à attribuer une personnalité et une vraie identité à l'intelligence artificielle, mais il a beaucoup plus tendance à le faire s'il a affaire à un avatar sur un écran, et il a encore beaucoup plus tendance à le faire s'il a affaire à un robot physique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le degré 1 de l'attachement à la machine. Le degré 2, c'est un personnage sur un écran, mais on pourra en parler. Il y a des joueurs de jeux vidéo qui s'attachent énormément à leur personnage sur leur écran, soit leur avatar qui les représente, soit l'avatar qui représente un ami. Il y a eu un enterrement une fois d'un joueur qui était mort, mais son avatar était inanimé, il n'animait plus, il y avait un enterrement d'avatar sur Internet, en jeu World of Warcraft. Donc on peut s'attacher, pour les joueurs de jeux vidéo, peuvent s'attacher énormément à des avatars représentant non pas eux c'est normal, représentant des copains qu'ils ne connaissent pas forcément d'ailleurs, mais avec lesquels leur avatar interagit avec un avatar d'un autre humain et ils peuvent s'y attacher beaucoup. Et puis le degré 3, c'est évidemment le robot physique. Donc, il y a eu beaucoup de trucs assez drôles avec le Nao, avec les enfants. Alors par exemple, on montre aux enfants un balai, alors on utilise, ou un aspirateur, on utilise l'aspirateur, puis après on fait des petits exercices avec le robot Nao, et puis après on met l'aspirateur dans le placard, puis on dit aux enfants, bon, on vous retrouvera demain, les enfants disent ben oui, et puis on met le Nao dans le placard, on dit aux enfants, on vous retrouvera demain, les enfants disent ben, il va s'ennuyer dans le placard. Voilà, alors il faut expliquer que c'est une machine. Oui. Il est excellent, on va. Mais c'est. Oui, mais on va en parler du petit robot aspirateur. Est-ce qu'il est. Non, il est peut-être pas là-dedans. Alors, ça, on va quand même. Mais je crois qu'on y vient après. Alors, ça, c'est une vidéo que vous trouverez, mais comme souvent, oui, j'ai pris mon petit couplet sur le robot aspirateur, je vais en parler, mais je crois qu'il y a l'image après. Donc ça c'est le robot Atlas. Alors, il y a une petite vidéo, vous la trouverez sur internet, vous tapez robot Atlas sur la vidéo. Donc c'est très simple à comprendre. Ça c'est un robot, donc dans la vidéo on le voit marcher dans la neige. On sait quand il y a de la neige, il y a des trous des fois, et quand on marche dans la neige sans raquette, des fois d'un coup, pouf, on a la jambe qui tombe dans un trou, on est déséquilibré. Donc d'abord on voit ce robot, le robot Atlas avec le Boston Dynamics, qui appartenait à l'époque à l'armée, j'expliquerai ça, c'est intéressant aussi, appartenait à l'époque à l'armée, appartient plus à l'armée. Et donc le robot il marche dans la neige, et des fois, pouf, il s'enfonce dans la neige, puis il tombe pas. Alors déjà, quand vous regarderez la vidéo, vous verrez, on voit le robot qui marche de loin comme ça pendant 5-6 secondes, puis après on voit qu'il marche vers nous pendant 5-6 secondes, et puis après on le voit qu'il marche sur une route pendant 5 secondes. Peut-être que chaque fois, au bout de 5-6 secondes, il s'est cassé la figure.
Mais quand vous le voyez, la vidéo, vous avez l'impression qu'il ne s'est jamais cassé la figure. Donc, première série de mensonges, ne croyez jamais les vidéos sur Internet, pas plus pour les robots, pour autre chose. Enfin, peut-être qu'il s'est cassé, peut-être que pour obtenir ces 3 fois 5 secondes, il a fallu filmer pendant 6 mois, parce que peut-être qu'il se cassait souvent la figure après 2 secondes, mais quand vous avez 6 secondes, vous le gardez dans la boîte, et puis après couper-coller, ça donne l'impression qu'il marche très facilement, mais on n'en sait rien. Toujours est-il que c'est l'impression qu'on a quand on voit la vidéo. Après, il va dans un hangar, et qu'après tout, il n'est pas là pour marcher dans la neige, il est là pour faire un boulot. Donc son boulot, c'est de déplacer des caisses. Il prend des caisses à droite, il les met à gauche. Donc ça ne sert pas à grand-chose, mais ça sert à montrer qu'il est consciencieux, il fait bien son boulot. Alors là, il y a un chercheur, vous voyez, qui arrive avec une arme diabolique, chercheur un peu Méphisto, avec sa barbiche noire, vous voyez, taillée en pointe. Et alors ce chercheur, il va faire tomber le robot d'abord en le poussant devant. Il n'y arrive pas. Donc d'abord, en fait, il fait tomber la caisse des mains du robot, et le robot, chaque fois, reprend la caisse, essaye de la mettre, le chercheur fait tomber la caisse, le robot d'abord. Ensuite, le chercheur pousse le robot avec sa canne, le robot ne tombe pas. Donc on est assez émerveillé, parce qu'il y a un très bel équilibre. Et ensuite, pour le faire tomber, il le pousse par derrière, donc là, le robot tombe, et le robot, une fois sur le sol, se redresse. C'est assez impressionnant, durant un film de science-fiction, en fait, tout son système d'équilibre, il se redresse. Il recommence son travail. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Pourquoi elle est célèbre, cette vidéo? Parce que dans les heures qui ont suivi, les minutes qui ont suivi, beaucoup d'internautes ont envoyé des messages en disant « Arrêtez de faire chier les robots. Arrêtez d'embêter cette machine, laissez-la faire son travail. » Il y en a même qui ont dit « Mais on regrette bien que le robot lui ait pas mis un pain, ce chercheur qui emmerde le monde. » Voilà. Et donc, ça a eu une telle importance sur Internet que l'entreprise, donc c'était Atlas avait été fabriqué par l'entreprise Boston Make, l'entreprise militaire, mais au moment de cette vidéo, Boston Dynamics, donc le robot Atlas, avait été racheté par Google. Donc Google a vu une avalanche de mails de gens disant arrêtez d'emmerder les robots, et Google, donc avec honnêteté ou pas avec honnêteté, surtout, enfin, Google a profité de l'occasion, peut-être qu'il voulait se séparer de Boston Dynamics. Google a profité de l'occasion en disant « Nous ne voulons pas, en tant que Google, fabriquer des objets qui angoissent les gens, donc nous allons le revendre. » Donc l'armée avait vendu Boston Dynamics parce qu'ils s'étaient aperçus, ils voulaient remplacer les soldats par des robots, l'armée, mais ils se sont aperçus que c'était beaucoup plus compliqué, qu'il fallait encore 30 ans de recherche pour le faire. C'est pour ça qu'ils ont revendu au plus offrant, c'est Google, parce qu'il y a une époque où Google avait racheté 6 entreprises de robotique pendant l'année, je crois que c'est 2015, 2016. Et le patron de Google, à l'époque, misait beaucoup sur la robotique. Vous savez, quand ils ont beaucoup d'argent, ils achètent, puis ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire, mais ils ne veulent pas que le concurrent l'achète, parce qu'au cas où ça serait servir à quelque chose, ils veulent l'avoir eux. Bon, mais du coup, quand il y a eu cette histoire, des inquiétudes d'Internet, ils ont vendu, ça a été acheté par SoftBank Robotics, qui est une entreprise japonaise appartenant à un transhumaniste, qui rachète en ce moment beaucoup d'entreprises de robotique. Voilà, donc l'histoire du robot Atlas, ça montre bien que il n'y a pas que les soldats américains qui sont capables de réagir très émotionnellement au fait qu'un robot puisse être malmené, il n'y a pas que les enfants, une foultitude d'internautes sont prêts à le faire. Alors oui, la clinique de la douleur, ça c'est on va peut-être passer là-dessus, mais c'est un peu japonais ça, donc ça ne marcherait peut-être pas aussi bien en France. Par contre, ça, ce qui est intéressant, ça marche aussi bien pour nous, pour les Japonais, c'est qu'il a été montré que quand vous, moi, nous parlons à un robot, par exemple, on a un robot Nao, qui a 2 yeux dessinés, et qui avec des petites lumières, et bien si on parle à un robot, on le regarde dans les yeux. Parce qu'on est programmé pour regarder les humains et les animaux dans les yeux. Et dans les yeux, pourquoi on regarde dans les yeux? Parce que vous savez, les yeux, c'est censé être la fenêtre de l'âme. Donc on programme dans les yeux. Mais les yeux des robots, c'est pas la fenêtre de son âme. D'abord, il n'a pas d'âme, et puis en plus, quand c'est des petites lumières qui clignotent, il n'y a rien dans ses yeux, quoi. Il peut avoir des yeux de verre, les robots Android ont des yeux de verre. Paraît-il, d'ailleurs, il y en a, moi je n'ai pas vu, enfin j'en ai vu, mais c'est pas trop, j'ai vu au Japon des années, mais c'est pas encore aussi bien que maintenant. Il y en a eu un qui a été installé pendant quelques semaines à Paris, dans un musée, et d'après les gens qui l'ont vu, il paraît que le regard, quand il nous fixait, était très très impressionnant. Et donc, l'idée, c'est que même si vous regardez un robot, vous avez tendance à le regarder dans les yeux. Et vous voyez, l'imagerie cérébrale montre que les émotions manifestées par un humain ou par un robot sont perçues de façon semblable. Si vous avez un robot qui pleure, vous êtes ému de la même manière que c'est un humain qui pleure.
fasse des recherches expérimentales et c'est très bouleversant. Alors, comment considérer les robots? Les roboticiens, ils ont un point de vue technique. Les roboticiens, les robots, c'est des robots. Alors, c'est dit, des fois, ils s'y attachent quand même. Dans les laboratoires de robotique, des fois, ils sont très attachés à certains modèles de robots, ils les aiment bien, ils donnent un surnom et tout. Mais ils ont quand même le recul, puisqu'ils peuvent à tout moment les reprogrammer. Bon, nous, si on achète un robot, on ne peut pas le reprogrammer. C'est un vrai problème, d'ailleurs. Et donc, du coup, comment on va fonctionner? On fonctionne du point de vue émotionnel. Alors ça, c'est important de comprendre. C'est des choses qui sont assez, qui ont quelques années, mais ça paraît, une fois, souvent les chercheurs ils confirment les intuitions communes. Voilà. Et donc, il a été montré que l'être humain, en fait, il a un mode de relation à l'environnement très différent du mode de relation d'environnement-robot, du robot à l'environnement. Et donc, le mode de relation de l'humain à l'environnement consiste dans une projection permanente de ses contenus mentaux, contenus émotionnels et contenus de pensée. C'est-à-dire que l'être humain voit un arbre pour la première fois, il lui parle, on ne sait jamais, voilà. On voit ça dans des films sur les hommes, les premiers hommes. Il parle, il le caresse, on va voir s'il rigole, il chatouille. Donc l'être humain qui entre en relation avec un truc dont il ignore tout, il a tendance à penser que ça devrait être ses propres. Il a tendance à penser que c'est comme un humain. Et puis c'est seulement petit à petit, par élimination, qu'il comprend que c'en est pas un. Il fait pas ci, il fait pas ça, il pleure pas, il rit pas, il bouge pas, voilà, donc c'est pas un humain. Voilà. Alors que le robot, il entre en relation avec son environnement exactement à l'inverse. C'est-à-dire le robot, il ne fait pas une projection à une hypothèse, le robot, il recueille des données. Et il additionne les données pour fabriquer un modèle. L'être humain, il aborde l'interlocuteur comme un humain, puis il enlève tout ce qui fait que c'est pas un humain. Voilà. Donc l'être humain, il aborde les arbres comme des humains, les animaux comme des humains et tout, et ce qui a permis à l'homme d'apprivoiser les animaux. Et donc, vous voyez, j'ai mis ça, cet arbre, parce que ça s'appelle un saule pleureur. Ça me plaît bien, parce que même si on a renoncé à penser que les arbres pleurent, on ne peut pas s'empêcher d'avoir gardé quand même l'idée que c'est pas un saule pleureur. Et puis, il y a une petite expérience dans les années 44, Fritz Heider, Marianne Simmel, donc ça, vous trouverez ça sur Internet, mais ça passe, je crois que je le dis, mais ça passe rarement les vidéos, donc je préfère avoir un truc fixe. Et donc, vous voyez, c'est ce petit rond, ce petit triangle quadrilatère qui se déplace dans tous les sens, et donc, c'est en programmation au hasard. Et Fritz Heider et Marianne Simmel montraient ça un peu à des tas de gens, puis leur disaient, qu'est-ce que vous voyez? Les gens disaient, c'est une merveilleuse histoire d'amour. Le petit rond et le petit triangle, ils veulent s'aimer, et puis le grand triangle, ils en empêchent. Et donc, ils ont publié là-dessus, parce que même si c'est des formes géométriques, on ne peut pas s'empêcher d'y voir le truc qui nous travaille tous, l'histoire d'amour. Donc, projection de quoi? D'une histoire d'amour, évidemment. Voilà, parce que on projette l'être humain projette la chose qu'il accapare le plus au monde, une histoire d'amour. Voilà, alors vous avez des designers aussi qui ont fait ça, alors il pourrait ça, avec ça. Très anthropomorphe, mais la petite voiture, la Twingo, qui, paraît-il, doit beaucoup de son succès à son regard enfantin et innocent. Voilà, et je savais qu'il était là. Le robot aspirateur. Alors, si vous n'avez pas de robot aspirateur, allez voir cette dame chez elle, qui en a un. Et demandez-lui de vous le mettre en route, vous le verrez fonctionner, voilà. Et puis après, la dame vous dira, maintenant que vous avez vu mon robot fonctionner pendant 3 minutes, expliquez-moi qu'est-ce qu'il a fait. Et vous verrez que vous ne pourrez pas vous empêcher de dire, il a un peu hésité, mais il est allé là où il devait avoir vu de la poussière, parce qu'après il est resté un moment pour le relever, donc sans doute il s'est aperçu que c'était bien là qu'elle était par ailleurs, et puis après il a continué à explorer, voilà quoi. C'est-à-dire qu'en fait vous en parlerez comme d'un objet intentionnel, doué d'intentionnalité, parce qu'encore une fois il n'y a pas de vocabulaire. L'humain n'a pas de vocabulaire pour désigner les mouvements dénués d'intentionnalité. L'émotion et l'intention, pour l'humain, c'est pareil. Si l'intention et le mouvement, l'intention et l'émotion. Vous avez un mouvement, pour l'humain, c'est que vous avez une intention, et si vous avez une intention, vous avez une émotion. Action, émotion, intention. L'être humain ne pense que comme ça.
Et c'est pas propre au robot, c'est pas propre au robot aspirateur. Ma maman, souvent des gens m'en parlent, ma maman parlait à sa voiture, la mienne aussi parlait à sa voiture. Alors oui, la différence avec ma voiture, ne lui répondait pas. Sa voiture ne lui répond pas. Alors le robot aspirateur, il n'est pas programmé pour répondre aux gens qui leur parlent. Mais parce qu'il ne doit pas créer trop de confusion avec le robot aspirateur, il n'y en a pas besoin. Il y a des machines qu'on vend mieux en créant de la confusion. Le robot aspirateur, vous pourrez très bien lui parler à son robot aspirateur, il vous répondrait, ça ne poserait pas trop de problème. Mais ça ne serait pas utile, ça n'ajouterait rien à l'acte de son achat, au contraire, les gens pourraient s'angoisser un peu. Il paraît qu'il y a des gens, quand ils voient le robot aspirateur s'immobiliser au milieu de leur salon, ils se demandent à quoi il réfléchit. Pareil. Donc ça veut dire que l'être humain est constamment dans l'anthropomorphisme. Et c'est ça dont il faut avoir conscience, c'est que l'anthropomorphisme, c'est pas qu'un truc de poète, hein, c'est pas qu'un truc de poète qui voit les arbres, dont les branches sont coupées, oh les bras des arbres sont coupés, comme ils doivent être malheureux. L'anthropomorphisme, c'est vraiment un mouvement général de l'être humain. Alors, il ne faut pas confondre anthropomorphisme et animisme. L'anthropomorphisme, c'est le fait de faire des projections, mais de ne pas y croire. Et l'animisme, c'est le fait d'y croire. Donc, en effet, on n'est pas, l'être humain, dans la culture occidentale, et dans la culture japonaise, il est animiste. Mais dans la culture de tradition shintoïste, animiste. Mais dans la culture occidentale, on a appris à ne pas être animiste. En revanche, on est anthropomorphe. Parce que l'être humain est fondamentalement anthropomorphe, on est tous anthropomorphes, on projette nos intentions. Quand on voit un objet doué de mouvement, on voit une petite feuille qui tremblote sur un arbre, on ne peut pas s'empêcher que peut-être elle a froid, on la voit tomber. Là, un endroit où il n'y a aucune feuille, on dit qu'elle va être toute seule, on ne peut pas s'en empêcher. L'être humain n'arrête pas. Mais c'est pas parce que c'est pas cet anthropomorphisme ne veut pas dire qu'il y croit. Si on lui dit non mais la petite feuille, il faut peut-être l'emmener à la maison et la réchauffer. On emmener toutes les petites feuilles à la maison pour les réchauffer, on n'aurait pas fini. Donc il est anthropomorphe, mais il n'est pas animiste. Alors l'animisme, c'est le fait d'y croire. Et justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que les robots ne vont pas nous rendre plus anthropomorphes, on est déjà à 100%. Ils vont nous rendre plus animistes. C'est-à-dire la tentation sera beaucoup plus d'y croire qu'avec les machines qui ne sont pas douées de réciprocité. Parce que ces machines vont être douées d'une réciprocité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des machines chez vous, vous avez un ordinateur, vous décidez de l'utiliser, vous l'ouvrez et vous le mettez en route. Bon, très bien, vous faites ce que vous avez à faire avec. Mais imaginez que vous levez le matin et puis votre ordinateur vous interpelle. Bonjour, tu as bien dormi, tu attends un petit peu avant de me mettre en route, ou bien je me mets en route tout seul si tu veux, ça simplifiera les choses. Tu prends ton petit déjeuner, tu reviens, j'aurais introduit le mot de passe le même que d'habitude. Hein. Vous pouvez tout imaginer. Hein. Voilà. Et donc cette machine qui vous interpelle, et donc il va y en avoir de plus en plus. Ces machines qui vont vous interpeller, elles vont vous engager dans un risque d'animisme beaucoup plus grand. Sachez qu'en 2020, c'est quand même pas loin, c'est dans une année, tous les véhicules Ford seront équipés d'un logiciel de réponse vocale qui vous interpellera quand vous viendrez vous asseoir. Qui vous interpellera pour éventuellement vous rappeler votre planning, vous rappeler ce que vous avez à faire, vous demander si vous avez bien dormi, et puis mesurer votre alcoolémie à votre haleine pour voir si vous pouvez prendre le volant, voir si vous n'êtes pas fatigué, voilà. Bon, si vous contrôlez pendant votre conduite, si vous ne tremblez pas, si vous avez bien les bons réflexes, éventuellement, il pourra vous dire, moi, écoute, aujourd'hui, tu conduis trop mal, il vaut mieux s'arrêter. Et là, il s'arrêtera tout seul, puis il sera obligé de continuer à pied. Non, mais ça pose des vrais problèmes d'ailleurs. Est-ce que la machine s'arrêtera parce que vous conduisez mal, ou elle se prendra la relève, elle dira, ben, écoute, je vais prendre la relève, mais il faudra le dire gentiment, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire, non, pas question, je veux conduire. Non, ça posera... Si vous voulez, alors s'il y a des psychologues parmi nous, il y aura beaucoup de travail pour les psychologues dans les services de robotique. Parce que, alors d'ailleurs, si on a parmi nous, on fait un DU, un diplôme universitaire sur les relations homme-machine à Paris 7, parce qu'il y aura de plus en plus besoin de psychologues pour anticiper les réactions des utilisateurs des machines, ne pas faire de gaffe. Voilà. Voilà, donc illusion d'une réciprocité, la veille de l'étrange on laisse passer. Et voilà, alors on va terminer avec ça. Alors, cette relation empathique est éventuellement animiste, cette relation anthropomorphe éventuellement animiste, elle va être porteur d'un certain nombre de problèmes. Alors j'en ai vu trois, vous les trouverez dans mes bouquins. Alors le premier, c'est le risque d'oublier que le robot est connecté. Parce que si, vous savez, si on interagit avec une machine et qu'elle nous donne l'impression de bien nous comprendre, de nous écouter, d'être gentille avec nous, on peut très vite oublier qu'elle est fabriquée pour ça. Ça sera plus agréable de penser qu'elle nous aime bien plutôt que de penser que
programmeur l'a programmée de manière très intelligente avec l'aide de nombreux psychologues et de nombreux psychiatres pour qu'elle nous donne en toutes circonstances le sentiment d'être aimé. Ça, c'est une pensée un peu douloureuse pour faire penser que la machine nous comprend. Donc, risque d'oublier qu'il y a un programmeur. Et il faut bien comprendre que ces machines, elles vont transmettre nos données personnelles en permanence. Et ça va être la grande différence avec un ordinateur ou avec un téléphone. Votre ordinateur, votre téléphone, il ne transmet vos données personnelles que quand vous l'utilisez. Mais si vous avez chez vous un robot conversationnel, genre Amazon, ben, vous le mettez en route, vous dites ben, Amazon, mets-moi donc un morceau de, mets-moi donc la sonate numéro tant de Jean-Sébastien Bach. Oui, bien volontiers, je te la mets, vous la mettez. Vous écoutez votre sonate, votre femme ou votre enfant rentre dans la pièce, vous discutez avec votre femme ou votre enfant, et puis la sonate s'arrête, c'est la fin, et puis vous avez invité des amis, ils arrivent, et puis vous mangez ensemble, et puis tout ce que vous avez dit à votre femme, à votre enfant, à vos amis, ça part chez Amazon. Parce que la machine, vous ne pensez pas à la débrancher. Très vite, personne ne la débranchera. Et je discutais aujourd'hui, donc ils ont des problèmes éthiques, évidemment. Parce que ils ont constaté, c'est leur grande surprise, ils ont constaté que beaucoup de gens disent à leur robot chatbot, j'ai envie de te dire un secret. Parce que beaucoup de gens disent secret. Alors c'est très compliqué parce que, ils sont très divisés, mais enfin quand même, aujourd'hui, semble-t-il, un certain fois qu'un chatbot accepte de recevoir la confidence du secret. Mais si la confidence du secret, c'est ma mère n'est pas morte toute seule, je lui ai fait un truc, voilà, oh ben dis donc, personne ne s'en est jamais aperçu, qu'est-ce qu'ils vont en faire chez Amazon ou chez Google ou chez Siri ou chez Apple? Et ça pose des problèmes considérables. Mais en tout cas, le premier problème, c'est que vous oubliez que c'est une machine, parce que c'est une machine à votre service, vous oubliez qu'en fait, comme je dis toujours, elle sert de maître. Tous les robots vont servir de maître, ils vont vous servir vous, ils vont vous apporter beaucoup de services, mais ils vont servir aussi leur fabricant, qui va puiser de plus en plus dans nos cerveaux, dans nos interactions, dans nos relations, de quoi fabriquer des machines qui nous illusionneront de plus en plus. Et aujourd'hui, la capacité des robots de nous illusionner est petite par rapport à ce qu'elle va être très très vite, parce que le marché du chatbot, c'est l'équivalent du marché du téléphone mobile. C'est un plus grand encore, parce qu'aujourd'hui, Amazon et Google dénoncent les dangers des écrans dans leur publicité pour les enfants. Aujourd'hui, Amazon et Google mènent campagne auprès des parents en disant « Parents, ne mettez plus d'écran dans les mains de vos enfants, ne mettez plus les enfants devant la télévision. Tous les spécialistes vous disent que ça les rend passifs, ça les abrutit. Achetez-leur plutôt un chatbot. » La campagne aujourd'hui Amazon-Google, c'est non aux écrans, oui au chatbot. Ça veut dire que tous les gens qui disent du mal des écrans, sans s'en rendre compte, ils sont en train de préparer la future campagne Amazon-Google qui est déjà menée aux États-Unis, qui va arriver en France. Ça, moi je dis toujours, les écrans c'est excellent, simplement c'est pas adapté aux bébés. Mais si vous dites que les écrans c'est toxique, vous faites le lit de Amazon-Google, n'achetez pas un écran à vos enfants, achetez un chatbot. Le chatbot c'est pire encore, c'est pire. Mais il faudra peut-être apprendre à résister. Voilà. Alors, deuxième risque, qui peut créer des émotions. Vous avez des publicités avec les petits cœurs, évidemment. À nouveau, le robot des mineurs. Hein, voilà. Alors, ce que je n'ai peut-être pas dit, mais c'est important de le dire, là, vous avez lu le texte dans mon dos en même temps, c'est qu'il ne faut pas croire que c'est que de la psychologie de chacun. C'est aussi la manière dont ça nous est présenté. Si on fait tout pour qu'on oublie que le robot est programmé, évidemment, on va l'oublier encore plus. Si on nous dit que le robot a des émotions, on va oublier d'autant plus qu'il n'y en a pas. Or, tous les fabricants de robots sont en train de nous dire que le robot a des émotions. Avec l'histoire de l'intelligence artificielle qui balbutie, le tout début de la d'émotion. C'est des machines à simuler. Mais les fabricants ne peuvent pas s'empêcher de vous dire qu'ils en ont pour mieux nous les vendre. Et donc, même s'ils ne nous le disent pas, ils font tout pour que les robots, les petits robots, ils sont craquants, les robots. Souvent, ils ont une voix un peu enfantine. Les petits robots, ils ont une voix enfantine, ils ont des petits yeux, ils ont des petits... Enfin, c'est craquant, quoi. Je ne vais pas donner le nom de robots, mais ils sont craquants. Les robots qui vont arriver sur le marché, ils sont bouleversants. Ils sont faits pour bouleverser. Donc on croit qu'ils ont des émotions, même s'ils n'ont pas des vrais yeux, quelque chose de très,
comme dans les dessins animés. Tout le travail sur la mimique dans les dessins animés aujourd'hui est exploité par les fabricants de robots. Donc risque de croire qu'ils éprouvent des émotions, mais risque de risquer sa vie pour empêcher qu'un robot tombe, par exemple, mais des questions éthiques, par exemple, faut-il faire embrasser les robots par les seniors dans les EHPAD? Ça, on a tout un débat là-dessus. Il y a des gens qui introduisent des robots, ils les font les robots d'en haut. Et après, quand ils emmènent le robot d'en haut, ils disent à la personne âgée, ben tiens, embrassez-le, on l'emmène, embrassez-le, dites-lui au revoir. C'est un vrai problème. Moi, je pense qu'il vaut mieux pas faire ça du tout. Mais il y a des soignants qui ne peuvent pas s'en empêcher. Ils ont l'impression qu'ils font du plaisir aux personnes âgées. Ils ne font pas de plaisir, ils roulent dans la farine. Et après, c'est très compliqué d'arriver à garder le recul suffisant. Et puis, risque de préférer le robot à l'humain, évidemment, parce que ces machines, elles vont être tellement gentilles. C'est le film Heure. C'est vraiment Heure, il faut voir Heure, absolument. Et j'appelle ça les robots Nutella. Robot Nutella, c'est le Nutella, c'est un ersatz de chocolat. C'est-à-dire, en fait, c'est un palliatif. Il n'y a plus de chocolat pendant la guerre, puis un pâtissier italien qui a inventé le Nutella. Et il y a des gens qui préfèrent le Nutella au chocolat. Ça veut dire qu'ils préfèrent l'ersatz à l'original. Parce que l'original, il a été fait par la nature, enfin bricolé par l'humain, mais l'ersatz, il a été fait totalement par l'humain. C'est-à-dire qu'il a été fait pour flatter le palais. Toutes les cochonneries qui flattent le palais, c'est dans le Nutella. Et donc, les robots Nutella, c'est des robots qui sont conçus pour flatter complètement l'humain. Les jeux vidéo aussi sont conçus pour flatter complètement l'humain. Le jeu Fortnite, je ne peux pas m'empêcher de le dire, le jeu Fortnite, il a été élaboré par des psychologues, c'était une grande victoire de la psychologie, dans le jeu vidéo, il a été élaboré par des psychologues qui ont analysé tout ce qui marchait dans les jeux vidéo précédents, et ils ont pris, par exemple, l'idée quand le joueur, pour construire des petites choses, parce que beaucoup de joueurs ont beaucoup aimé Minecraft, ont construit. Donc on va mettre dans Fortnite la possibilité de construire des petites choses. Dans un jeu, les joueurs s'accrochent au jeu parce qu'ils ne savent pas quelle arme ils vont avoir, ils la trouvent en arrivant, et du coup ils courent partout, ils explorent, on va le mettre dans Fortnite. Et donc, il y a des psychologues qui ont étudié tout ce qui marchait dans des jeux vidéo du marché, des jeux disponibles sur le marché, et ils ont pris tout ce qui marchait dans chacun, ils l'ont coupé-collé, ils ont tout rassemblé. Ça, c'est du jeu vidéo Nutella. C'est conçu pour vous faire plaisir de toutes les manières possibles. Effectivement, Fortnite, 250 millions de joueurs, hein, c'est très bien, c'est très réussi du point de vue marketing, formidable. Enfin, ça montre que la psychologie a un avenir. Et donc les robots Nutella, même chose, hein, le robot Nutella conçu pour faire plaisir. Bon, moi ça m'inquiète beaucoup, et donc je dis il faut faire des robots socialisants, des robots qui permettent aux gens de se rencontrer, etc. Alors, ces histoires de robots, vous savez, les roboticiens parlent déjà de robot dépendance. Alors un jour, il y a un informaticien, mais tu as pensé à robot-dépendance? Il me dit oui, bien sûr, tous les roboticiens sont inquiets de la robot-dépendance. Alors je lui dis, mais est-ce que tu as réfléchi à comment faire en sorte pour que le robot que toi tu fabriques, que ton entreprise fabrique, ne crée pas la robot-dépendance? Il dit oui, il me dit, j'ai trouvé une solution. Je ne comprends pas. Alors il dit, ben voilà, mon robot, c'est le robot Nao, mon robot, robot Pepper, mon robot, quand il aura interagi par exemple 2 heures avec un humain, il dira à l'humain, ben, écoute, tu as bien interagi avec moi, maintenant je me mets en veille et tu vas t'occuper à d'autres choses. Je lui dis, c'est une belle idée, mais qu'en pensent les commerciaux? Ben, les commerciaux vont prendre autant de temps. C'est-à-dire que les roboticiens sont ni inhumains ni idiots. Ils voient très bien les problèmes. Le problème, c'est que celui qui a le dernier mot, dans le capitalisme, c'est jamais l'ingénieur. C'est toujours le commercial. Voilà. Donc voilà, il faudrait être vigilant à tout ça, quoi. Et donc, risque dirigeant, modèle pour l'homme, alors ça peut être déjà préférer le robot à l'humain pour certaines personnes. Ça peut être remplacer l'humain dans des tâches où l'humain est tellement indispensable dans les effets catastrophiques. Peut-être vous avez vu cette histoire sur Internet, ça date d'il y a quelques jours, dans un hôpital américain, dans beaucoup d'établissements maintenant de soins, il y a des robots sur roulettes qui vont d'une pièce à une autre, et c'est comme c'est mesuré 1,50 m, et il y a un écran en haut, et ça permet à des gens d'interagir, même s'ils sont loin d'un autre. Par exemple, vous n'avez pas le temps d'aller voir votre vieille maman qui est à 300 km, et bien vous parlez à un écran, et votre vieille maman voit votre visage sur un écran, mais ce n'est pas un écran d'ordinateur, parce que votre vieille maman peut vous faire visiter éventuellement l'établissement dans lequel elle se trouve, elle marche à côté du robot, et le robot vous filme tout ce qu'il y a autour, et c'est comme si vous faisiez une visite guidée de chez vous. Et donc il y a un malade qui a reçu la visite d'un médecin qui était très bon, qui ne s'est pas déplacé, et sur l'écran, un écran de science-fiction, l'écran grésille un peu, et le visage s'allume, et le médecin annonçait au patient qu'il avait encore 4 jours à vivre.
par l'écran de télétransmission. Le malade est mort le jour même, et sa famille, je ne sais pas s'il a porté plainte, enfin protesté suffisamment, donc il y a une image sur Internet, on voit le médecin en train de parler, parce que sa petite fille était avec lui, la petite fille du malade était avec lui. Il a vite pris une photo, donc voilà la photo sur Internet. Donc c'est intéressant parce que quand on fait des colloques médicaux où il y a ces machines, parce qu'il y a toujours ces machines en démonstration, mes collègues et moi, du Institut pour l'étude des relations de Bourbeau, on dit toujours, mais il faudra vraiment faire une charte de déontologie. On en a fait une, il faut faire une charte de déontologie où ces machines ne soient pas utilisées pour annoncer des nouvelles graves aux patients. Et les fabricants disent toujours, oh, mais ça n'arrivera jamais. Donc maintenant, on se balade avec l'image prise sur Internet pour dire, mais si, ça peut arriver, c'est arrivé. Donc il faut être extrêmement vigilant sur tout ça. Et donc le risque d'après, c'est éventuellement de préférer les qualités des robots aux qualités humaines. C'est un robot toujours fiable, toujours serviable, toujours gentil, toujours attentif, jamais fatigué. Bon. C'est peut-être mieux d'avoir un compagnon comme ça, toujours oui, il dit toujours oui, le robot qui dit toujours oui. C'est toujours mieux d'avoir un compagnon et une compagne comme ça qu'un compagnon humain qui dit non une fois sur deux. À tout ce qu'on peut lui proposer, parce qu'il n'a pas envie, il est fatigué, il n'a pas le temps, il voit le monde autrement et tout. Donc l'idée non seulement de préférer les robots aux humains, mais même l'idée qu'il faudrait que les humains ressemblent un peu aux robots, quoi, sacrebleu. Ils sont un peu plus disponibles. Les robots montrent le bon exemple. Donc ça, c'est rebondir beaucoup. Alors, il faut comprendre, on est vraiment au début d'un immense bouleversement. Donc il faut en être conscient. Donc, comme je dis toujours, intervenir par là, comme je dis toujours, c'est comme l'invention de la voiture. La voiture, quand même, c'était une invention formidable. Le problème, c'est que les États et les usagers ont laissé les fabricants de voitures faire ce qu'ils voulaient. Alors, ils ont fait quoi, les fabricants de voitures? Ils ont fait des voitures Nutella. Ils ont fait des voitures toujours plus puissantes, alors que les vitesses étaient, si on ne pouvait pas, les routes étaient en mauvais état, on ne pouvait pas aller à 130, mais ils faisaient quand même des voitures, les vitesses limitées, ils faisaient hyper puissantes, des voitures abominables en tôle, il y avait de la tôle en trop, avec des ailerons et tout, etc. Des voitures hyper polluantes, pas de réflexion sur la pollution. Voilà. Et donc pendant 40 ans, la voiture, ça a été une débauche de conneries. Et encourager chacun à avoir sa voiture, 2-3 voitures par famille, pendant 40 ans, c'est une débauche de conneries. Jusqu'à ce qu'on s'aperçoive quand même qu'il était possible de construire des voitures autrement, des voitures à vivre, pas des voitures à en mettre plein la vue dans la gueule des voisins, et à avoir un moteur qui monte à 150 en 4 secondes, alors qu'on n'en a jamais l'occasion. Donc il a fallu que la voiture, que le véhicule automobile s'engage sur une voie complètement erronée, avec des catastrophes écologiques, auxquelles on peut participer, catastrophes humaines, quand il est mort sur les routes à une époque, dans les années 50, 60, 80, abominable. Il n'y a pas de ceinture de sécurité, pas de pare-brise qui s'éjectait, pas de verre incassable, rien, aucune condition de sécurité, tout dans le moteur. Des cylindres, des cylindres, des cylindres. Et donc il a fallu qu'il y ait cette catastrophe de l'automobile pour que les États commencent à imposer aux fabricants un peu de moralité. Et bien on en est à le même point avec les robots. C'est-à-dire que les roboticiens s'apprêtent à nous fabriquer l'équivalent des voitures dans les années 30. Pareil. Donc il faut que les États et les usagers, vous, moi, eh bien on dise non, ça on n'en veut pas. On n'achètera pas. Fabriquez-nous autre chose. Voilà. Et dire aux députés, faut s'occuper de ça, dire comme par exemple pour l'utilisation par les enfants, des chatbots et tout ça, il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a rien. Voilà, il y a beaucoup à faire autour de tout ça. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là. Donc si vous avez des questions, on va discuter un peu, encore un petit quart d'heure. Merci de votre attention. Là, je vous ai mis la charte éthique, mais vous la trouverez sur Internet de l'Institut pour l'étude des relations de Bourbeau. Il y a quelqu'un qui a demandé un micro en haut, donc on va... Mais oui, voilà, c'est bon. Bonsoir, mille remerciements, c'était très intéressant. Je vais poser 3 questions. Alors non, déjà ça a commencé pour Apple, le dernier Apple, déjà c'est un mouchard puisqu'il espionnait, il pouvait entendre toutes les conversations des gens. Donc ils sont en train d'essayer de le refaire pour que ça ne se produise plus. Mais il y a un sujet là-dessus sur le dernier module, il me semble. Ensuite, il y a eu un film qui est sorti il y a quand même un petit moment, qui s'appelle 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. On voit que c'est la machine qui prend le dessus en termes de raisonnement pour ne pas faire forcément le bien.
Donc au vu de ce que vous avez décrit là tout à l'heure, je pense que ça pourra être possible. Si un robot peut être empathique et sympathique, il pourra être aussi à l'inverse, à contrario, le pire ou le contraire. C'est une question que je pose. Un robot n'est rien du tout. J'entends. Un robot n'est que ce que son programmeur décide d'en faire, parce que même s'il était possible un jour d'envisager que des robots soient véritablement autonomes, pas avant quelques siècles probablement même, mais la question serait de savoir s'il faut leur donner cette autonomie ou pas, parce que si vous voulez, les robots, ils sont conçus pour être nos auxiliaires, ils ne sont pas conçus pour être nos maîtres. On sait bien que dès qu'on a affaire à quelqu'un qui est autonome, le risque, c'est qu'il va y prendre le dessus. Donc, aucun informaticien, sauf un fou, mais il y a toujours des fous, donc un jour, quelqu'un risque de le faire. Mais les robots doués d'autonomie, probablement, ce ne sera pas les robots tels qu'on les conçoit aujourd'hui, qui sont des robots fabriqués avec du silicium, du plastique, des métaux rares. Ça sera des robots biologiques. Mais les robots biologiques, on en est encore loin. Enfin, il y a des expérimentations, mais on en est encore loin. De toute façon, on évoluera vers un monde, probablement, dans lequel il y aura des humains, voilà, qui seront humains, il y aura des robots, et puis il y aura des chimères, en fait, il y aura des créatures mixtes, des cyborgs, qui seront des robots enrichis de matériel biologique, ou bien des humains enrichis de matériel informatique. On évoluera vers un monde avec 4 catégories de créatures. Mais un monde extrêmement élitiste, évidemment, puisque quand on voit le prix que coûtent les améliorations humaines, tout le monde n'en profitera pas. Non, et puis on veut faire de l'homme un homme augmenté, c'est-à-dire qui abattra de plus en plus de tâches techniques, mais au détriment de la réflexion. C'est ça qui va se produire, et éventuellement de la possibilité de continuer d'être subversif. Oui, tout à fait. Moi, mon but, c'est simplement de vous montrer qu'il ne faut pas penser à long terme. Parce que quand Elon Musk ou quand Zuckerberg, quand tous ces gens nous parlent de l'avenir, ils nous parlent de l'avenir très lointain. Mais c'est une façon de nous faire oublier le présent. Et c'est vrai que ce qu'il faut, c'est constamment réfléchir au présent qu'ils nous fabriquent, pas à l'avenir dont ils nous parlent, le transhumanisme, les 20 millions de terriens sur Mars et tout ça, ou l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est pour nous faire, c'est un rideau de fumée pour nous faire oublier le présent qu'ils nous fabriquent. Or, le présent qu'ils nous fabriquent, c'est déjà Matrix. C'est-à-dire qu'on a affaire à de plus en plus de simulations qu'on a tendance à prendre pour être le vrai. Et ça, c'est le présent, c'est ce présent-là sur lequel il faut travailler. Et alors après, une dernière chose, je vous remercie. Donc vous me dites qu'il faudra qu'on soit fort pour lutter contre tout ça. J'en conviens complètement, mais là, c'est quand même mal engagé avec la Chine qui a mis son programme de reconnaissance faciale partout. Et là, déjà, là, tous les Chinois sont quasiment soumis à ce genre de process. Visiblement, personne ne dit rien. Ça, c'est inquiétant. Parce que c'est le genre de choses qu'on va vouloir nous transposer, qui a déjà été transposé dans une ville en termes de sécurité. Oui, à Strasbourg, la question de mettre la reconnaissance faciale à Strasbourg. C'est ça. Une autre ville, peut-être en tout cas à Strasbourg, je ne sais pas s'ils l'ont fait ou s'ils vont le faire, mais ils vont le faire suite à l'attentat, pour que la personne puisse être reconnue tout de suite. Mille remercie. Et il y a un monsieur en bas. Allez-y, je vous entendrai, puis je répéterai. Le micro arrive en fait. Mais je vais poser non, mais donnez-le au monsieur, vous prendrez après. Le monsieur, il a demandé il y a un petit moment, le monsieur, voilà. Oui, alors c'est peut-être un peu un autre domaine de la robotique. Il y a 10 ans, on entendait parler des nanorobots. J'ai l'impression d'en avoir entendu parler depuis 10 ans en fait. Alors, je sais pas si vous... Des robots ? Des nanorobots. Ah, les nanorobots. Oui, alors les nanorobots, c'est encore de la science-fiction. Mais oui, si vous voulez, le grand problème, moi j'ai rien contre... Enfin, c'est pas de la science-fiction, ça commence à être... si vous voulez, le grand problème de la robotique, c'est qu'à toujours se projeter dans l'avenir à moyen terme, on oublie le présent. C'est pour ça que je vous parle de choses très concrètes, les chatbots. Le problème aujourd'hui, c'est les chatbots. Et demain, il y aura sans doute des problèmes avec un nanorobot. Alors Musk, quand il nous parle des robots, il parle des nanorobots. Mais les nanorobots, il faudra encore un bon moment pour qu'ils existent, parce qu'ils peuvent être très mal tolérés par l'être humain. Ça va créer des problèmes. Les premiers qui seront mettre des nanorobots, on ne sait pas s'ils vont en bénéficier ou en pâtir.
Ah oui, un nanorobot, c'est un robot qui a la taille d'une cellule humaine, ou même encore plus petit, et qui est constitué d'un petit système qui lui permet de se déplacer, très simple, et puis qui peut porter des médicaments, par exemple, sur un type précis de cellule, ou qui peut être sensible à des radiations, et donc il se positionne sur une cellule, et puis quand on a les radiations, il pompe les radiations, il les concentre sur la cellule qu'on veut détruire. Et alors Elon Musk, donc lui, il en parle parce que il veut augmenter les capacités cérébrales, donc il veut en injecter. Vous savez que là, ici à gauche, il y a un gros vaisseau qui monte, qui alimente le cerveau en sang, donc il suffirait d'injecter les nanorobots là, et pouf, ils monteraient dans le cerveau, et ils augmenteraient les capacités cérébrales. L'idée d'Elon Musk, mais pas seulement lui, puisqu'Amazon aussi a cette ambition-là, c'est d'installer des puces dans le cerveau qui permettent de ne pas dire nos questions, mais simplement de les penser. Donc on penserait la question, et via la puce, toutes les informations disponibles sur Internet viendraient à notre pensée. Voilà. Donc ça, c'est les nanorobots pour augmenter les capacités de pensée, mais vous en avez beaucoup en médecine, des travaux sur les nanorobots. Enfin, au jour d'aujourd'hui, personne ne sait comment ils seraient. Les premiers, ça se fera, mais je veux dire, à trop se projeter dans l'avenir, on oublie le présent. C'est pour ça que je suis très, très terre à terre. Voilà. Monsieur ? Oui, monsieur ? Oui, du coup, l'avenir lointain, là, c'est pas très drôle, finalement. Mais alors, je suis d'accord, si l'aventure, on doit s'occuper du présent, vous avez dit qu'il faudrait résister, et la question, c'est comment on va faire. Parce que dire non, ça va être à qui on va dire non, pas aux Chinois, et à nos élus non plus, puisque la plupart du temps, les présentations qu'on nous fait de ces horreurs, c'est quelque chose qui est de l'ordre du constat, c'est-à-dire que ça va se passer comme ça. Et alors, vous avez proposé le mot de « il faudra résister », et ma question c'est comment on va faire. Oui, alors vous avez déjà un truc qu'il faut parfaitement intégrer, c'est le règlement général de protection des données, le RGPD européen. Beaucoup de gens ne l'utilisent pas, parce que beaucoup de gens sont habitués maintenant, quand ils vont sur un site internet, à avoir un gros bandeau rouge ou vert pour des raisons pour assurer votre confort, nanana, nous capturons vos données personnelles, cliquez ici, nous les vendrons à personne, elles seront sécurisées et tout. Et beaucoup de gens sont habitués à cliquer comme des imbéciles, alors qu'en général, vous avez, c'est obligatoire maintenant, vous avez en tout petit, parce que la taille n'est pas contractuelle. Donc ils sont obligés de le mettre tous les fabricants de sites sont obligés de mettre en tout petit, c'est minuscule en général blanc sur fond gris, on le voit à peine, mais vous le trouvez toujours, c'est obligatoire. Autre possibilité. Vous cliquez sur autre possibilité et vous avez la possibilité de déconnecter les cookies. Et beaucoup de gens ne le font pas. Donc voilà, résister, c'est d'abord faire appliquer le RGPD. Le RGPD nous donne un outil, mais des tas de gens ne l'appliquent pas. Donc ça, c'est ça. Et puis c'est aussi être conscient que votre robot aspirateur, je regarde madame s'il y en a, il pirate vos données. Alors, si vous voulez, moi j'ai découvert ça, il y a un article du Monde il y a 2 ou 3 ans, votre robot aspirateur aspire vos données. Alors j'en ai parlé à ma femme, elle m'a dit mais ils nous rendront tellement de services, on ne va pas s'en débarrasser quand même. Mais elle a raison, mais en même temps il faut savoir qu'un certain nombre d'objets que nous avons dans nos maisons et qui ne payent pas de mine, comme un robot aspirateur, quoi. Moi, pendant des années, j'ai dit attention robot, il capture nos données. Ça, le PowerPoint, des choses déjà en 2013, puisque on a fait les RH en 2013. Et le jour où j'ai appris que mon robot aspirateur capturait les données, je me suis dit, mais tu te dis qu'il faut se méfier des robots capturant des données, tu n'as pas pensé que le robot aspirateur en était un. Hein? Donc c'est ça, cette vigilance, c'est s'en rendre compte. Alors sinon, peut-être refuser d'acheter certains robots parce que ça sera l'équivalent des voitures des années 60. Si les gens n'avaient pas acheté en masse des voitures à la con dans les années 60, peut-être que les constructeurs auraient beaucoup plus évolué vite dans la mise au point de véhicules différents. Si vous voulez, il faut bien comprendre que le pouvoir de l'acheteur, c'est de ne pas acheter. Oui, il y a quand même des campagnes, il y a quand même des campagnes de boycott de certains produits. Il y en a toujours. Il y a toujours eu des campagnes de boycott de certains produits. Donc pourquoi il n'y aurait pas des campagnes de boycott de robots Nutella? Pourquoi pas? Il y a une question. Si vous voulez, de toute façon, si vous partez du principe que ce qui n'a jamais été fait ne peut pas se faire,
rien ne peut changer. Nous sommes aujourd'hui le 15 mars, la collégienne danoise qui a commencé par s'asseoir tous les jours, nanana, aujourd'hui elle crée un mouvement international. Mais si quand elle a dit, si elle avait fait une conférence il y a 10 ans, si elle avait fait une conférence il y a 5 ans, à l'âge de 11 ans, en disant nous allons faire, nous autres les collégiens, un mouvement international contre le climat, plein de gens auraient rigolé en disant faites vos devoirs, mademoiselle, plutôt. En fait, je suis complètement d'accord, mais on fait comment pour faire contrepoids à des gens qui disent l'inverse de vous? Vous sont à fond dans l'intelligence artificielle. Ils sont très organisés, très énervés, très dynamiques. Ils forment les élites actuelles à penser qu'ils vont diriger le monde avec ça. Mais vous n'achetez pas. Ah mais moi j'achète pas du tout. Mais ils ne me sont pas pour autant très acteurs. Mais vous n'achetez pas. Je veux dire, c'est bien les gens qui achètent Amazon, qui achètent le Alexa, qui augmentent les bénéfices d'Alexa et acceptent l'emmener sous pied. Ou alors vous achetez, mais vous éduquez à l'utiliser sur des périodes courtes et à le déconnecter. C'est comme Facebook. Facebook, c'est très bien si vous l'utilisez 1 heure par jour et quand c'est fini, vous déconnectez l'application. Mais si vous le laissez brancher en permanence, ça devient une machine infernale. Donc, soit ne pas acheter, soit acheter, mais utiliser de façon raisonnable. Mais il n'y a pas d'autre. Il n'y a aucun autre. Si vous voulez, l'usager. N'oubliez jamais que la consigne numéro 1, il y a 14 commandements dictés par Jeff Bezos chez Amazon. Le premier commandement, c'est le client a toujours raison. Si le client n'achète pas, Jeff Bezos change le produit. Il y a une question. Oui. Bonjour, merci pour votre intervention. Je vais essayer d'être claire et synthétique. J'ai plusieurs réflexions. Déjà sur le thème soins psychiques et robots. Sachant qu'en psychiatrie, je pense que vous n'allez pas contredire la maladie psychiatrique où souvent c'est une pathologie du lien à soi ou du lien à l'autre, la relation à autrui. Où l'altérité est quelque chose qui s'acquiert de manière difficile. Ou même, par exemple, le patient dépressif, très schématiquement, on peut se dire qu'il y a une partie de lui qu'il ne reconnaît pas, il n'arrive pas à souffrir, en fait, finalement. Donc, il y a un problème avec l'altérité, que ce soit soi-même ou autrui. Et donc, rien que le titre soins psychiques et robots, je ne sais pas comment vous allez faire. Enfin, peut-être que là, on arrive à un terme au niveau de l'évolution industrielle parce que justement, les malades psychiatriques, ça nous reflète aussi les dysfonctionnements de notre société. Et schématiquement, notre société nous a objectivés, que ce soit au niveau du travail. Et donc, ce que je voulais dire, c'est justement on ne peut pas soigner quelqu'un ou on ne peut pas faire du bien à quelqu'un avec un robot, c'est évident. Ce qu'il faut, c'est réparer notre relation qu'on a tous les jours avec autrui, en fait. Et quand monsieur nous demandait comment résister, et ben la première manière de résister, c'est d'essayer d'être présent à autrui, d'essayer d'avoir une qualité relationnelle avec autrui et de reconnaître l'altérité. Et je pense qu'en faisant ça, il n'y aura pas de problème en fait avec les robots. Et parce que quand vous parlez de lutte, le problème c'est que quand on parle d'une lutte, c'est comme le tabagisme. Quand on parle d'une lutte, on va contre quelque chose. Donc forcément, il y aura de la résistance. Alors qu'à partir du moment où on fait de la prévention, on parle de l'altérité, de l'humanité, de ce lien, je pense que justement les robots ça peut être aussi le terme où là on va revenir à notre humanité, on va se reposer des questions et voilà. Oui, alors en pratique, le problème c'est que le nombre de personnes âgées dépendantes augmente beaucoup plus vite que le nombre de personnes prêtes à s'en occuper. Et justement, il y a un déséquilibre terrible qui est en train de se creuser. C'est pour ça que les robots peuvent être très utiles, mais comme auxiliaires de soins, pas comme personnel soignant, comme auxiliaire de soins. On a fait un colloque en 2017, je ne sais pas si dans le bouquin ici, c'est les robots comme auxiliaires de soins psychiques.
Donc les robots, ils peuvent être très très bien utilisés dans les EHPAD, avec les personnes âgées à domicile, dans les hôpitaux pour enfants autistes notamment, comme auxiliaire de prise en charge pour des enfants déficients mentaux. On peut les utiliser dans beaucoup de circonstances, mais à condition qu'ils soient pensés pour permettre au personnel soignant de faire mieux son travail avec les robots que sans les robots. Mieux, plus vite, de manière plus... Et ça marche très bien. La machine était censée nous libérer, et c'est pas ce qui s'est passé. Ah non, mais ça marche très bien, et il y en a absolument besoin. Mais le problème, c'est que ces robots-là, vous n'y aurez affaire que quand vous irez à l'hôpital. Donc j'ai préféré vous parler des robots qui s'introduisent chez vous et qui ont un nom chatbot. Mais sinon, les robots dans les hôpitaux, c'est très très bien. C'est des robots en éducation et en médecine, en éducation en santé, c'est là où il y a le plus de choses exaltantes. Là où il y a le plus de choses préoccupantes, c'est l'introduction des robots dans les vies familiales. C'est pour ça que j'en ai parlé. Mais tout le reste, l'introduction des robots dans le domaine du soin et de l'éducation, il y a beaucoup de choses positives. Ah, parce que moi, à partir du moment où on met un robot en relation, d'ailleurs, on va parler de relation, c'est un petit peu particulier, avec un robot, on objective aussi d'une certaine manière la personne. Et moi, ça m'ennuie, par exemple, quand on parlait d'autisme, c'est une pathologie du lien. Et robot, je pense que justement, à un moment donné, c'est à nous de se poser la question, qu'est-ce qui fait que dans notre société, on n'arrive plus à être présent? Et c'est à nous aussi, à un moment donné, de changer ce qui ne va pas. Toutes les pathologies psychiatriques, elles nous alertent sur un dysfonctionnement dans notre société. Donc pour moi, ça m'inquiète que dans le soin, on a affaire à un robot, en fait. Ça, c'est très inquiétant, je trouve. Un robot collaborateur, mais pas un chatbot, pas un robot chat, un robot collaboratif. Il y a une dame en bas. C'est peut-être de ce côté. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui parle? Non, c'est ok, d'accord. Merci beaucoup. Ah, pardon. Je fais un travail sur les robots également destiné aux personnes âgées, donc il y a plusieurs informations que j'aimerais peut-être partager avec vous. On a vu le robot Paro au centre de Dresde, il s'appelle Olé. Mais ce qui m'a vraiment inquiété quand j'ai lu toute l'histoire de ce robot en interaction avec les personnes âgées là-bas, c'est qu'il a été admis dans l'EHPAD, dans l'établissement, avec un accord conjoint parents des résidents et personnel. Et au bout d'un an, il a été décidé que le robot serait accepté. Et pour marquer l'acception du robot au sein de cet établissement, il y a eu une cérémonie qui ressemblait fort, selon moi, à un baptême. Et j'ai quand même, parce qu'il y avait le robot, voilà, nous t'accueillons, tu vas traverser. Voilà, je peux vous donner la référence. Ah oui, c'est incroyable. Oui, et puis moi j'ai été choquée, alors peut-être je suis un peu rétro, je ne sais pas, mais j'ai quand même été étonnée, et toutes les familles étaient là, les enfants étaient là. Et voilà, tu es bienvenu chez nous, Orly, tu as traversé je ne sais plus quoi, tu es venu de l'autre côté. Ouais. L'autre robot que j'aimerais aussi, si vous permettez, mentionner, c'est il y a 28 robots prévus pour les personnes âgées quand même, hein, vous devez le savoir, monsieur Tisson. Il y a 28 robots de programmés pour les personnes âgées, et celui qui m'a mis les larmes aux yeux s'appelle, dans le langage parlé populaire, BEN. Et BEN, en fait, est un acronyme qui veut dire Bionic Engineer Nursing. Nursing, c'est, je ne sais pas comment c'est vrai, prendre soin d'eux. Le bionic, on comprend tous, c'est ingénieur, voilà. Et allez voir en ligne, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe, mais je pourrais vous le mimer, mais je ne vais pas le mimer. C'est quand même assez étonnant. Et à la fin de la vidéo, on voit en fait que c'est un message qui est passé par une association caritative, c'est peut-être les Amis de Saint-Vincent-de-Paul ou les Petits Frères des Pauvres, et qui explique qu'on a le choix. Pour retomber sur ce que vous disiez, on a le choix. Soit on fait appel à un robot qui mesure 1m80, alors qu'en fait ils sont plus petits pour ne pas effrayer justement les personnes âgées qui en général sont plutôt assises en position debout. Et
Et voilà. Voilà. C'est ça. Alors, autrement, pour faire suite à ce que disait monsieur tout à l'heure, c'est la séduction en fait. C'est la séduction qui nous fait tomber dans le panneau d'avoir la nouvelle iPhone, d'avoir ceci, d'avoir cela. Et un jour où, bon, smartphone, je suppose que beaucoup de gens ont un smartphone. Pour information, je peux donner l'information qu'il existe une alternative au smartphone et que cela s'appelle Fairphone. Que Fairphone, vous pouvez l'avoir dégafamisé. Les GAFA, on sait ce que c'est maintenant, les GAFA, notre Fairphone, il peut être dégafamisé, allez voir en ligne. Ce que je voudrais ajouter juste pour clore, on a tous l'impression que notre smartphone, il est smart, il est brillant, il est intelligent. Et en fin de compte, oui, en fin de compte, c'est un acronyme. Le S est pour spécifique ou simple. Le M, smart, le N est pour mesurable. Le A est pour approprié, adapté, acceptable. Le R est pour réaliste. Et le T est pour temporellement défini. Voilà. Et si je vous dis où j'ai trouvé cet acronyme, c'est en cherchant des informations sur les compteurs Linky, en fouillant dans les racines des sites Enedis, EDF. L'acronyme est là, vous le trouverez quand vous le souhaiterez. Merci. Merci. Donc c'était plus un partage d'une question. Il y a quelqu'un en bas. Ici. Moi j'avais une question sur... donc vous disiez que... Donc là on parle de la relation humain-robot. Est-ce qu'on commence à étudier la relation animaux-robots et particulièrement, voilà, est-ce qu'un chien peut avoir le même type de relation avec un robot qu'avec un être humain? Du style, enfin voilà, un robot lui donne de l'affection, un robot donne à manger au chien. Est-ce que le chien va développer des caractéristiques de, bah voilà, il attend son robot, il a envie d'avoir des caresses de son robot? Oui, non, c'est une bonne question. Mais là, je ne sais pas, la dernière fois qu'on me l'a posée, j'ai dit, il faut que je demande à mon chien. Parce que je n'ai pas vu d'études, j'ai vu aucune étude là-dessus. Aucune. Mais c'est une très bonne question. Alors, il y a deux questions qui se recoupent. C'est est-ce qu'un bébé fait la différence entre un robot et un humain? Et l'autre question, c'est quel genre d'animal fait la différence entre un robot et un humain? Alors, probablement... au jour d'aujourd'hui, mais avec des robots assez peu androïdes, donc des robots humanoïdes, le bébé sait, semble-t-il, bien faire la différence entre le robot et l'humain. Pour l'animal, je pense que l'animal doit savoir aussi, quand même, au jour d'aujourd'hui, vu ce que sont les robots, il doit savoir faire la différence. Parce que le robot n'a pas la même capacité d'adaptation que l'humain. L'humain est diversifié dans son comportement, il s'adapte très vite à l'animal. Mais le robot est encore trop élémentaire. Par contre, quand le robot sera plus perfectionné, peut-être des robots pourront faire croire aux animaux qu'ils sont des humains. Ou qui sont des animaux. Excusez-moi, pour répondre à la question de madame, avec les enfants la semaine dernière, ils jouaient avec un chat. Plus près. Ah oui. Avec un des enfants qui jouait avec le chat de la maison, il y a un objet qui ressemblait à un chat qui miaulait. On a mis cet objet chat près du vrai chat, et on l'a fait miauler. On s'est demandé quand est-ce que le chat va réagir. Donc au moment où l'objet chat a miaulé, notre chat a griffé l'autre chat et l'a éloigné en fait. Il l'a regardé longuement et il s'est dit non, je pense que le chat a dû se demander si c'était un vrai ou pas. Et il lui a mis un griffe. Oui, ou alors il y a une autre explication, c'est que les animaux sont comme les humains, ils sont très sensibles à la discordance. C'est-à-dire que, j'ai passé dessus, mais ce qu'on appelle la vallée de l'étrange, c'est-à-dire que vous avez affaire à une créature qui ressemble par certains côtés à un humain, mais par d'autres côtés à une machine, donc ça crée de l'angoisse. C'est pour ça que les psychotiques, les schizophrènes, les autistes sont tellement angoissants pour les gens qui ne le sont pas.
c'est parce qu'ils ont une apparence humaine, ils ont un visage humain, mais ils ont une manière de fonctionner, une manière de parler qui est un peu bizarre, et donc c'est très angoissant. Et donc, pour les animaux, c'est pareil. Quand les chiens, quand je faisais mon étude de psychiatre, on me disait que les chiens repéraient très vite les autistes, parce qu'ils sont sensibles et ils ne repèrent pas. Ils repèrent parce qu'il y a une discordance, ils sont très sensibles à la discordance, ces animaux. Parce que cette discordance, elle peut désigner l'animal fou, tout simplement. Et l'animal fou, il est imprévisible. Or, les animaux, ils sont socialisés dans la vie de tous les jours, de telle manière à anticiper les comportements d'autrui. S'ils ont affaire à un animal non anticipable, ils sont aussi angoissés que nous par rapport à un humain non anticipable. Donc les animaux, ils sont très sensibles à la discordance. Donc ça peut être la discordance entre le miaulement et l'apparence inerte, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. C'est pas forcément qu'il l'éloigne comme il le prendrait pour un chat. Ça peut être cette discordance qui est angoissante. Encore une question. Je voulais juste rajouter quelque chose. Vous avez parlé de ce film Her. Moi, je voulais vous parler d'une série qui s'appelle Black Mirror. Oui, elle est formidable. Alors, il faut faire une publicité totale pour Black Mirror. Tout est bon dans Black Mirror. Inviter les gens à regarder Black Mirror. Regardez Black Mirror. Alors, c'est pas une série addictive, hein, parce qu'il y a peu d'épisodes et ils ne se suivent pas. Chaque épisode est indépendant. Donc Netflix est addictif parce que Netflix fait s'enchaîner les épisodes sans interruption derrière l'autre, mais la série n'est pas addictive parce que vous pouvez regarder épisode par épisode. Oui, merci. Alors j'aurais 2-3 remarques et une question s'il vous plaît. Alors d'abord je vais vous demander où vous placez, vous, qui côtoyez donc les ingénieurs, où est-ce que vous placez la responsabilité dans la mesure où quand vous nous dites il ne faut pas acheter, ou alors ce sont les commerçants qui vont vous faire croire que et trouver les bonnes choses pour vous faire consommer, est-ce qu'avant qu'il y ait des commerçants qui nous proposent des choses, il n'y a pas des ingénieurs qui sont là pour penser la chose et qui, même si dans le domaine de la recherche ils se font plaisir et ils vont en avant et ils vont toujours aller plus loin, il n'empêche que pour moi, pour ma part, je considère que la responsabilité est engagée de prime abord bien avant celle des commerçants et bien avant la nôtre. Ça, c'est une question. Oui, les chercheurs, ils ont du plaisir à chercher et à trouver. Donc, si vous voulez, on a un peu de peine à le penser, mais dites-vous bien que les gens qui cherchent, ils ne se posent pas la question de savoir, ils n'ont pas de questions éthiques. Ils ne les ont pas. C'est terrible à penser, mais ils les ont éventuellement dans le comité d'éthique qui se trouve à l'étage au-dessus, qui régulièrement descend dans le labo, il dit ça. Mais les chercheurs, mais je ne leur jette pas la pierre, parce que, si vous voulez, quand vous trouvez quelque chose, vous ne savez pas à quoi ça va servir. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas placer des barrières avant même de le retrouver. Alors, regardez, par exemple, il y a des choses qui... Il y a des choses qui sont en principe interdites. Par exemple, tripatouiller le génome des humains de façon irréversible. Bon, il y a un Chinois qui l'a fait. Donc, de toute façon, vous avez toujours des gens qui font ce qui est en principe interdit. Regardez, en France, on était longtemps en retard sur la congélation, je crois, des ovules, sur l'utilisation des fœtus pour je ne sais quels travaux. Bon, ben finalement, le gouvernement français a dû dire, ben, pour ne pas prendre du retard par rapport aux États-Unis qui ont une législation différente, on va changer la législation. Donc, de toute façon, l'innovation technologique obéit à sa propre logique. Et la consommation des innovations technologiques obéit à une autre logique. Si les gens achètent des voitures électriques plus que des voitures en moteur à explosion, si les gens n'achètent plus de diesel, c'est la faillite du diesel. C'est aussi simple que ça. Je vous ai mis un petit tableau là des solutions, des solutions législatives, des solutions technologiques, des solutions éducatives. Mais les solutions technologiques, regardez par exemple les protections transparentes pour ne pas oublier qu'il s'agit de robots. Je dis à un informaticien, vous voyez, si vous sur les robots humanoïdes, vous mettiez des protections transparentes, solides, hein, voilà, les gens verraient à l'intérieur les câbles, les plaques. Et il me dit, c'est une très bonne idée. Il me dit, c'est une très bonne idée pour que les gens voient bien toujours qu'il s'agit d'un robot. Et il me dit, on a essayé, mais ça angoissait les acheteurs. Donc on l'a supprimé parce que ça faisait baisser les ventes. Et j'ai dit, ben oui, mais il vaut peut-être mieux utiliser une précaution qui rappelle aux gens que le robot est un robot, même si un peu moins de gens en achètent, au moins ceux qui en achètent n'oublieront pas que c'est un robot. Ah oui, mais
C'est pas comme ça que le patron voit les choses. Pour lui, c'est d'en vendre beaucoup qui importe. On est bien d'accord. C'était juste la première remarque. Désolée, ça va être un peu long. Mais du coup, il ne faut pas nous renvoyer. Je pense qu'on ne l'a pas à acheter parce que je vous donne juste un exemple. Je n'ai ni smartphone ni iPhone. J'ai juste un vieux téléphone à touche. Or, je me rends bien compte que dans très peu de temps, je n'aurai plus le choix. Parce que je vais devoir prendre les trains, tout va être codé, tout va enregistrer. Donc à un moment donné, nous renvoyer que si vous avez le choix, non, désolé, je me rends compte qu'on n'a pas le choix. C'était juste pour la question de la responsabilité, j'entends bien... Il y a des domaines où vous n'avez pas le choix, il y a des domaines où vous avez le choix. Mais en tant que chercheur, moi-même, je peux vous dire que l'éthique, elle est vraiment placée au cœur de ma recherche. Et à un moment donné, je mets même moi-même des freins. Et là où je me rends compte que ça ne correspondra pas à mon éthique, tant pis, il n'y aura pas de financement. Mais voilà, après, je pense vraiment... Vous êtes dans un laboratoire éthique? Eh ben non, pas du tout. Vous êtes dans un laboratoire où... justement avec mon frère, donc c'est aussi mes choix personnels. L'éthique, on peut se faire plaisir dans la recherche, on ne peut pas les sourcer. Mais on est quand même, même si les choses nous échappent, on ne peut pas se dégager de cette responsabilité. Parce qu'elle est à venir, elle est en devenir potentiellement, elle est émergente. C'est juste une question de temps, vous l'avez dit vous-même, les choses dont on parle dans le Parce que vous confondez la science et la technologie. Dans le domaine scientifique, vous avez une éthique, mais dans le domaine technologique, la technologie, elle n'est pas faite dans les laboratoires, la technologie, elle est faite dans les entreprises. La recherche, elle est faite dans les laboratoires, vous avez une éthique, mais la technologie, elle est faite dans des entreprises. Et dans les entreprises, l'éthique, c'est la vente. Enfin, demandez à n'importe qui est dans une entreprise quel est le but de l'entreprise, il va vous répondre, c'est que les actionnaires aient plus d'argent. Il n'y a que les naïfs qui vous répondront autre chose. L'objectif d'une entreprise, c'est de rapporter plus d'argent. Il n'y a aucun autre objectif. Une entreprise de la technologie, elle se fait des entreprises pendant la labo. La labo fait la science, pas la technologie, surtout en France. Merci. Je vais juste poser ma deuxième question. Une remarque et ma deuxième question. Je vais arrêter là, je ne vais pas m'en opposer, je suis désolée. On échange là. Vous disiez tout à l'heure que dans le domaine de la robotique, il était très piégé dans le sens où on ne pouvait pas savoir en termes de vocabulaire ce que la machine... Oui. Là, il y a en fait, et il me semble qu'on en arrive, moi je trouve que c'est très perturbant, c'est qu'on n'est plus aliéné, c'est qu'on va être carrément dépossédé de ce qui va être en face de soi, avec lequel on va interagir, dans le sens où on ne sait même pas sur quel mode il fonctionne. Et je pense qu'on dépasse de l'aliénation et on va dans la dépossession de la relation. Et moi, ça m'interpelle quand vous parliez du robot auxiliaire. Je trouve que ça va loin de tout ce qui va nous séparer, qu'on dit que de toute façon on ne saura pas ce qui se passe derrière. Et même les informaticiens, à un moment donné, il y a peut-être des choses qui vont leur échapper, puisque vous dites qu'ils se nourrissent eux-mêmes d'informations. Et je trouve, par moi, ça me questionne. Et donc ma vraie question, c'est en introduction, vous avez dit que l'intelligence artificielle existe encore que rarement. Et vous avez employé le mot espoir de cette intelligence artificielle. Alors j'aimerais comprendre l'intelligence artificielle par rapport à tout ce que vous nous avez présenté, qui m'a fort intéressée. Du coup, elle va se situer où? Merci beaucoup. On a évoqué quand même au passage regardez aujourd'hui la configuration spatiale. La configuration spatiale des molécules. L'intelligence artificielle contribue beaucoup à comprendre la configuration spatiale des molécules. La compréhension de la configuration spatiale des molécules, ça permet beaucoup mieux de maîtriser leurs effets. Et donc, ça va considérablement changer l'évolution de la médecine. La médecine personnalisée qui permettra à chacun d'avoir juste le type de soins qui lui convient, dans la proportion qui lui convient, à l'heure que ça lui convient, parce que chaque être humain est différent de tous les autres, ça c'est l'intelligence artificielle qui va pouvoir le décider. Parce qu'aucun être humain n'est capable d'adapter exactement, enfin, il faut maîtriser des milliards de données et aucun être humain ne pourra jamais maîtriser dans sa tête des milliards de données. Donc les traitements de l'avenir seront beaucoup plus adaptés à la médecine à la personne. La médecine à la personne sera faite par l'intelligence artificielle. On en est encore loin, mais enfin on en est encore loin technologiquement, je ne vais pas dire en durée, une technologie va aller très très vite, il y a des seuils qui font très vite. Mais la médecine à la personne, c'est un bouleversement l'intelligence artificielle va sauver beaucoup de vies grâce à la médecine à la personne. Il y a un film qui illustre bien ça. Comment? Qui s'appelle Idiocratie. C'est un vieux film, Idiocratie. Vous arrivez à l'hôpital, vous placez votre doigt dans une machine qui vous sort
pour ADN et compagnie, et qui me dit, bah voilà, il faut tel traitement. Et c'est terminé. Mais Idiocratie, c'est un film à regarder. Oui, alors... De la science-fiction, assez drôle. Alors, c'est pas parce qu'une technologie existe que les humains sont obligés de se déshumaniser. Ce que je vous explique, c'est que la tentation existera, mais il ne faut pas non plus croire que l'être humain a été capable de se relever de beaucoup de crises dans l'histoire de l'humanité. On peut penser qu'il a les moyens de se relever de celle-là. Le problème, c'est que si on pense qu'il n'a pas les moyens d'affronter cette crise-là, on ne fait aucun effort pour l'affronter. Donc, il vaut mieux se dire que c'est possible. L'amour sera toujours là pour nous rappeler qu'on est... L'amour. Ah, l'amour. Alors, on va terminer sur l'amour. Alors, c'est bien. Voilà. Bon, non, une toute dernière, alors, parce que l'amour, on ne peut pas... L'amour nous appelle. Pour moi, ça sera une question beaucoup plus terre à terre, peut-être. Vous avez parlé de deep learning dans le mode d'apprentissage des robots, en indiquant qu'il y avait là un petit delta d'incertitude sur leur oui, on ne sait pas comment ils fonctionnent. Alors ça a été prévu puisque l'armée américaine a investi je ne sais combien de milliards pour arriver à faire en sorte que les robots puissent répondre à deux questions. Comment ils arrivent à leur conclusion? Et puis l'autre question, c'est qu'ils soient dotés de sens commun. Et ça, c'est deux choses qui vont beaucoup modifier le fonctionnement des robots. Parce qu'actuellement, les robots ne sont pas capables... Les robots, pas les robots forcément humanoïdes, mais un robot, une machine, une boîte avec de la robotique, de l'informatique dedans. Si elle arrive à un résultat, aujourd'hui, elle ne peut pas expliquer comment elle a fait. Donc, il faut qu'il y ait une machine qui obtienne le résultat et une machine de l'extérieur qui observe constamment la machine pour expliquer comment elle est arrivée au résultat. Comme vous, quand vous faites de la conscience réflexive, vous trouvez quelque chose et après vous demandez comment vous l'avez trouvé. Et ça, donc, l'armée américaine a investi des fortunes pour donner aux robots la capacité d'expliquer comment ils sont arrivés à un truc. Et la même fortune va servir aussi à donner aux robots du sens commun. Le sens commun, c'est des choses toutes bêtes. Hein. C'est des choses qui concernent le corps humain. S'il fait froid, vous risquez de vous enrhumer. Ben, c'est important qu'un robot sache, s'il est avec des soldats, que le soldat risque de s'enrhumer s'il fait froid. Donc doter le robot d'une compréhension de la manière intime dont l'humain fonctionne. Voilà. Mais ça montre que tout le paysage va être beaucoup modifié parce que c'est les découvertes. Internet, c'est une découverte militaire à l'origine, pas une découverte civile. Mais les découvertes militaires passent très vite dans le domaine civil. Voilà. Bon, enfin, on peut mieux terminer sur l'amour. Hein, voilà, bon, bonne continuation. Merci.